Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire Second Souffle numéro 8, comme les 8000 mètres que nous allons atteindre aujourd'hui. Alors pour ceux qui nous connaissent peu, l'association Second Souffle existe depuis 10 ans avec comme objectif d'accompagner les entrepreneurs à rebondir avant et après liquidation de leur entreprise. Nous aidons aussi les salariés désireux de créer leur propre activité. Reconnu d'intérêt général, Second Souffle aujourd'hui, c'est 17 antennes et relais en France, plus de 300 bénévoles, plus de 1000 entrepreneurs que nous avons déjà accompagnés. Des événements aussi, des événements mensuels et périodiques, comme les webinaires que nous organisons depuis le début du confinement, depuis le début de la crise Covid-19. Et les autres événements que nous faisons aussi, les Jeudis du Second Souffle, des événements mensuels, et également des grosses journées, les journées 24 heures pour rebondir. Et la prochaine journée 24 heures pour rebondir sera entièrement, vu l'occasion, en visioconférence. Et c'est donc le 29 mai prochain. Voilà. Alors, pour ceux qui connaissent pas tout à fait la plateforme, sur votre droite de l'écran, vous avez le chat et les questions. Donc, le chat, c'est pour discuter entre vous. Les questions, pour nous poser vos questions. Vous posez votre question avec le bouton qui se trouve tout en bas. Et vous pouvez également voter pour la meilleure question. Donc comme ça nous permettra, nous, de sélectionner les questions qui sont les plus pertinentes. Donc vous cliquez sur la petite flèche où il y a le 0 ou un 1, 2 ou 3 ou 4 dessus, et ça vous fait un vote. Par contre, si vous recliquez dessus, vous annulez votre vote. Voilà, donc nous allons laisser beaucoup de place aux questions, à vos questions surtout. Mais avec nous aujourd'hui, un fidèle de l'association de Second Souffle, Nicolas Doucerin. Bonjour Salut William. Nicolas. Ouais, bonjour William, bonjour à toutes et à tous. Et celui qui est avec nous aussi ce soir, aujourd'hui, c'est celui qui va nous emmener tout en haut, celui qui va nous faire rêver, celui qui nous fera grelotter aussi, c'est Julien Renaud, notre alpiniste entrepreneur. Bonjour Julien et merci d'être avec nous. Salut William, salut Nico, salut tout le monde. Là, je vois plein dans le chat de connaissances. J'ai hâte de pouvoir évoquer la montagne. Eh ben écoute, c'est à toi Julien. Laisse-nous, raconte-nous un petit peu ton parcours. Bah écoute, avant déjà, je voudrais remercier William et Nico, mes deux acolytes, qui m'ont permis d'organiser ce webinaire. Ça fait longtemps que j'avais le rêve en tête, mais bon, c'était pas évident de monter, d'organiser. Nicolas est plus aguerri que moi, donc quand je lui en ai parlé, c'est mon pote de toujours, mon Nico. Il m'a dit, écoute, ça fait mouche. Les webinars s'organisent souvent sur le leadership, des thèmes entrepreneuriales, mais il y a rarement un parallèle avec le sport, sauf sportif professionnel, ce que je ne suis pas. Je tiens à le souligner. Je suis de haut niveau. Le haut niveau, c'est quoi? C'est un entraînement, c'est quotidien, c'est une hygiène de vie. Donc voilà, c'est pas professionnel, mais on arrive à un niveau qui est tel que on doit faire attention à tout. Donc je les remercie. Je remercie Second Souffle, bien évidemment. Donc, pour me présenter, je suis Julien Renaud, j'ai 45 ans, je suis originaire de Nancy, dans le Grand Est, non loin des Vosges. Les Vosges, petite montagne, mais montagne quand même, d'où m'est venue la passion. Je sais qu'il y a pas mal de Vosgiens, donc je vais lancer le slogan « Je vois la vie en Vosges ». J'ai 4 enfants, 4 filles, Capucine, Colline, Lilou, Lola. Il y en a 3 sur 4 qui me regardent, je les salue. Coucou les filles. Très important parce que au final, quand on évoquera d'autres sujets, il y a l'entreprise, il y a le sport, mais le pilier principal, ce qui restera, et Nico sera là pour en témoigner, c'est la famille, c'est les proches, c'est ça le vrai sommet. Le sommet d'une vie, c'est ça. Il y a ma compagne qui a des allergies, qui peut pas être à côté de moi, mais qui est non loin de moi, qui est mon camp de base. Alors Elle est allergique à quoi? Elle est allergique à moi, oui, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Donc, on est en latex en permanence. Blague à part, je suis avec une Bretonne, donc la montagne et la Bretagne, il a fallu que je trouve quelque chose. C'est une superbe organisatrice. C'est quelqu'un qui me laisse vivre ma passion. C'est quelqu'un qui m'encourage, qui m'entraîne. Il y a mes parents. Pareil, et puis mon frère, ça c'est vraiment le noyau dur, et puis les poteaux comme Nico, Patrice qui se reconnaîtront. Donc ça c'est vraiment ce qui restera, la substantielle moelle. Si je devais tout lâcher dans ma vie, c'est ce qui resterait. Je profite de ce moment pour m'excuser pour les nuits blanches que je leur ai fait passer, que je leur fais passer et que je leur referai passer, parce que maman, je t'expliquerai, je prépare un 8000, je te l'ai pas encore dit mais je te le dirai plus tard. Donc voilà, j'en profite pour m'excuser.
Alors mon parcours, il n'est pas non plus exceptionnel, hein. C'est un parcours entrepreneurial. J'ai fait des études de droit qui ont été sanctionnées par un diplôme de 2SS droit des assurances. Mais depuis tout petit, j'avais envie d'être entrepreneur. Donc ça se manifestait par le fait que j'étais assez autonome, que j'entreprenais, que je voulais faire des choses. J'étais assez solitaire. L'assurance a été mon levier. C'est là dans cette partie que je me suis dirigé. Alors pourquoi l'assurance? C'est des faits de vie. Au début, je voulais être avocat fiscaliste, métier qui m'aurait très passionné, mais je pense pas très longtemps. L'assurance, ça permet de voir du monde. Avant d'être à mon compte, j'ai voulu quand même faire un apprentissage, comme la montagne. On fait pas un 8000 tout de suite. J'ai été conseillé dès le début. Là, par exemple, Nicolas me coach sur ma vie, mais avant, des personnes m'ont coaché en me disant, écoute, avant de te lancer, ça serait bien que tu aies une grosse expérience. Donc, j'ai travaillé dans des compagnies, j'ai travaillé dans des gros cabinets de courtage pendant 10 ans. Ça m'a donné un réseau, ça m'a donné des réflexes, ça m'a donné une vraie culture assurantielle. Et puis au bout de 10 ans, j'ai senti que c'était bon, fallait que je parte. Je ne supportais plus de ne pas piloter, de ne pas leader. Donc j'ai racheté un cabinet, ORT Assurance, avec deux associés, Jean-Marie Joliez et Myriam Guatta, qui est l'associé qui reste aujourd'hui. Parce que comme en montagne, la vie n'est jamais un long fleuve tranquille dans l'entrepreneuriat. Au bout d'un an, j'ai mon associé fondateur, on avait le LBO, tout était bien parti, on était sur orbite, on voyait le sommet, le drapeau, et il n'a rien trouvé de mieux qu'à mourir d'une rupture de l'aorte jugulaire. Je me suis retrouvé donc avec un cabinet d'1,6 million, 1500 clients, avec mon associé qui est plutôt sur le back-office. Donc obligé de tout réorganiser. La résistance a fait que j'ai réussi à m'en sortir, mais ça m'a coûté un gros burn-out. Donc ça, on reviendra dessus dans la résilience. Hein. C'est pas un échec, ça a été une descente aux enfers, mais j'ai pu résister grâce au sport, à la famille, et puis aux amis, et puis à une médecin qui, je sais qu'elle me regarde. Nico voulait parler de l'auto-hypnose. J'en parlerai tout au long parce que c'est quelque chose que j'ai découvert à cette occasion et qui est très très important puisque c'est un palliatif aux médicaments qui abrutissent. Là, on fait un travail d'introspection, on va chercher les éléments positifs. Et j'en suis sorti grâce à cette merveilleuse médecin. Et depuis, il n'y a pas un jour où j'en fais pas. Et après, on a travaillé cette auto-hypnose pour repousser la souffrance, la douleur, parce que le sport est souffrance. Donc, ORT Assurance, cabinet avec 5 collaborateurs, ma petite cordée. Après, comme j'en ai jamais assez, j'ai monté une start-up avec mon fidèle acolyte et ami qui me regarde, Thierry Delcup. Envie de révolutionner un peu le monde de l'assurance, un peu sclérosé. Donc on a monté cette petite start-up agile pour pouvoir développer un nouveau mode de distribution, redonner l'écoute aux assurés, redonner la parole aux personnes. Parce que ça se perd dans ce monde de l'assurance. On essaye surtout de pousser des produits verts à des personnes qui veulent du rouge. Donc nous, on écoute ce que veulent les gens, on restitue. Donc voilà, un parcours bien complet qui m'occupe déjà avec les 4 enfants. Et puis, il y a bien évidemment la montagne. Alors la montagne, c'est né comment? Ça vient d'où ça, cette passion pour la montagne? La montagne, déjà, bon, quand tu es dans l'Est, un des sports du week-end, c'est d'aller faire un petit peu de ski dans les Vosges, de découvrir les sommets qui sont pas très élevés, mais bon, quand tu es petit, ça suffit. Donc j'ai commencé par le ski de fond, le ski. Alors je ne suis pas fils de montagnard ou issu de Chamonix. Rien ne me prédestinait. Il y a eu des faits de vie qui ont fait que j'ai rencontré mon ex-compagne, dont le père était un féru de montagne. Il a fait un 8000, lui, pour le cool de la Guérie. Et puis j'ai basculé dedans il y a 25 ans, où je suis passé du ski comme tout le monde dans les stations à vraiment en faire un mode de vie, à en faire vraiment un challenge, un défi, repousser les limites, et puis toute cette énergie, cette expérience, à le remettre au quotidien dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Donc c'est vraiment une personne, Emmanuel Roussel. Oui. T'es pas passé du ski de fond à l'alpinisme. Il y a eu des étapes. Non. Il y a eu des étapes, bien évidemment. Alors moi, au début, j'ai commencé par le ski. Alors le ski à outrance, physique. Après, j'ai basculé sur le ski de rando, parce que j'aime bien la nature. Ça, c'est quelque chose qui me passionne. Donc les grosses stations, c'était pas pour moi. Donc le ski de rando, génial. Moment de solitude avec un effort très violent. Donc j'ai commencé par ça. Après j'ai fait le ski de couloir. Donc c'est, pour ceux qui savent pas, c'est du ski dans des petits couloirs avec des degrés qui peuvent aller jusqu'à 50, 55. Moi je suis pas allé jusque là. Je suis allé jusqu'à 40, ce qui est déjà pas mal, un peu plus. Donc là, extrême précision, concentration, parce que le moindre faux pas, mon guide me disait toujours, je lui disais, mais si on tombe, qu'est-ce qui se passe? Réponse de mon guide de l'époque, ne tombe pas.
Donc là, ton cerveau se dit ah ouais d'accord. Jeune con à l'époque, donc on y allait à la ramasse sans savoir ce qu'il y avait après. Et ça, on en reparlera. Le leadership, savoir s'entourer. J'ai appris de ça quand tu te retrouves dans un couloir où c'est glacé, que tu aurais pu le savoir, mais que tu t'es dit ouais on verra bien. Puis que t'es dedans, tu te dis merde, faut pas que je chute. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là? Donc voilà, ça a été un gros morceau de ma vie. Alors j'en fais moins parce qu'en 2018 j'ai eu un grave accident. J'ai pas failli rester mais pas loin. J'ai quand même pété le ligament croisé, j'ai pété les 2 genoux. Là, pareil, en décision, leadership, décision dans la crise, très mal gérée. J'ai réussi à convaincre mon guide de redescendre quand même. On a mis 4h30 à redescendre à la station avec 2 genoux pétés, avec un couloir à 35 degrés. Je vous laisse, quoi. Bref, comme quoi après, j'expliquerai, il faut vraiment analyser la situation, ne pas se précipiter. Ça, Nico me le dit chaque jour quand il me coach. Prendre le recul, voir, analyser le pour et le contre. Moi, j'ai dit non, on fonce. Donc, on a skié de nuit. Bref, donc je fais un petit peu moins de couloir. Après, l'autre sport que j'adore et que j'affectionne, c'est l'ultra trail. Alors, l'ultra trail, c'est du marathon de montagne. Donc, vous partez, pareil, sur de l'effort très très long, avec très peu de sommeil. De la course à pied, hein? Oui, de la course à pied. Oui, version montagnarde. C'est arrivé il y a une quinzaine d'années. Maintenant, c'est un effet de mode avec celui qu'on connaît bien, l'ultra trail du Mont Blanc. Donc moi, je l'ai. Oui, attends, excuse-moi, Julien, de te couper. Si je peux me permettre, William, c'est pas ta petite course à pied de 10 minutes que tu fais autour de ton pâté de maison chaque matin, quoi. Hein? Ah non, moi j'ai un vélo d'appartement, c'est tout. Non, Nico, on avait dit qu'on serait sport avec William. Là, c'est un coup bas et moi, je le payerai derrière. Donc, l'ultra trail, là, je vois qu'il y a plein d'ultra trailers. C'est un effort violent, un effort long. Donc, avant, sport de précision, très intense, très court, adrénaline, il faut que ça casque. Là, c'est gérer l'effort, gérer la machine, gérer le mental. J'y reviendrai. Le leadership, on a souvent tendance à dire que c'est l'idée une équipe. Moi, le leadership, c'est déjà aussi se leader soi-même. Ça, Nico sera d'accord avec moi. Là, quand il y a des courses, moi, pour pas toutes les dire, hein, c'est pas le sujet. La plus grosse, j'ai fait une des courses les plus longues et dures au monde, qui est dans le cadre de l'ultra trail du Mont Blanc, qui s'appelle la Petite Trotte à Léon. C'est 300 km, 30 000 mètres de dénivelé. Ça fait à peu près Nancy-Strasbourg aller-retour et 5 fois l'aller-retour, niveau de la mer, Everest, redescente. Et donc là, du coup, c'est extraordinaire parce qu'on est en équipe de 3. Alors là, en gestion de crise, en gestion physique, en gestion de la nourriture, parce qu'on est en autonomie. C'est-à-dire que là, par exemple, on perdait 1 kilo par jour. On a dormi 7 heures en 6 jours. Donc, inutile de vous dire… Moi, ça m'intéresse. 1 kilo par jour, ça m'intéresse. Ah, Nico, moi, ça m'intéresse. Mais alors, quand ma mère m'a vu à l'arrivée, ça l'intéressait moins, je te jure. Vaut mieux que tu continues à boire un peu et à manger. Tu es très beau comme ça, Nico. Je suis ton premier fan, tu le sais. Non, très, 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 très dur. Très, très dur. Alors, nous, on en reparlera comment s'entourer. On avait fait le pari de prendre un très jeune, mon beau-frère, qui avait 30 ans. Moi, j'avais 36 ans. Et on a pris quelqu'un de 60 ans. Et on a mis des bases. Parce que sans base, ça aurait été vraiment la foire d'empoigne. Et du coup, quoi qu'il arrivait, c'était la personne de 60 ans, le sage, qui décidait. Parce qu'à un moment donné, tout le monde ne dort pas en même temps. Il faut arbitrer, on dort pas, on mange pas. Donc ça a été une aventure extraordinaire. J'ai encore des flashs qui me reviennent parce qu'on part dans des hallucinations, on est vraiment crevé. Mais par contre, cette course a complètement changé mon approche de la vie professionnelle, personnelle. Je me dis que le corps humain peut aller loin. On nous parle de l'intelligence artificielle, des machines. Mais moi, quand je vois où j'ai pu pousser mon corps, où j'ai pu l'amener, je me dis que les machines ont encore à apprendre de nous et qu'on a encore de belles années devant nous. Alors, elle dure combien de temps cette course? Tu vas donner quelques chiffres. Alors, c'est assez vertigineux. On a couru pendant 136 heures. On a fait donc 300 km, 30 000 mètres de dénivelé, c'est-à-dire 33 cols. On a tourné autour du Mont Blanc, on est passé à des points à 3000, on a eu de la neige, on a eu de la pluie, on a eu de la grêle, on a eu de la température négative et le lendemain 38 degrés. Donc voilà, 136 heures. Et sur 136 heures, on a dormi à peu près 7 heures. Et elle s'appelle, rappelle-nous le nom de la course. Alors, la Petite Trotte à Léon, alors elle porte mal son nom. Alors pourquoi la Petite Trotte à Léon? Parce que j'ai que 10 minutes, je suis un bavard. Alors, la Petite Trotte à Léon. La trotte en Suisse, ça veut dire la course. Léon, c'est une personne qui est connue parce qu'il a un petit restaurant à Champé, qui est un des passages de l'Ultra Trail du Mont Blanc, bien connu, hein, ceux qui l'ont fait le sauront. Et cette personne est très sympa, toujours des petits verres d'eau, des petits gâteaux pour les coureurs. Et puis il entendait dans des conversations des farfelus comme moi dire que le 170 km c'était quand même un peu court, fallait peut-être un petit peu se régénérer. Et donc il a appelé l'organisation, il a dit vos gars là c'est quand même des frappes à dingue, 170 km ça leur suffit pas.
Et l'organisateur, qui est le colonel Marmier, qui est décédé depuis malheureusement, qui est un fondu, a dit ok, ils veulent jouer à ça, bah moi je vais leur sortir une course. Dis-moi un nom, bah écoute, je m'appelle Léon la petite trotte, on lance la petite trotte à Léon. Et c'est comme ça qu'est née cette course complètement délirante. Alors il n'y a pas de classement. C'est une course ouverte à ceux qui ont fini les TMB. Il faut qu'il y en ait un par équipe et c'est par équipe de 2 ou 3. Donc voilà comment est né. Et donc on l'a fini. C'était extraordinaire. Les 2 personnes avec qui je l'ai fait, c'est des liens qui resteront à vie, à vie, à vie. Très bien. Alors parallèlement, le 3e sport, l'alpinisme. Donc là, ça va faire, on va dire, une grosse dizaine d'années que je me suis mis dedans à fond. Donc l'alpinisme, c'est un des derniers volets. Alors il y a d'autres sports, hein, il y a la varap, l'escalade que je fais un petit peu moins. L'alpinisme, c'est un sommet, atteindre un sommet. Alors que ça soit un Mont Blanc, que ça soit un 4000, que ça soit un 8000. Donc c'est la durée qui dépend. Donc le Mont Blanc peut se faire en 24 heures, 48 heures. Donc ça, moi, je l'ai fait plusieurs fois. C'est vraiment exceptionnel de pouvoir gravir, même si le Mont Blanc reste très compliqué. C'est un sommet qui est sous-estimé. Et puis, j'ai commencé la très haute montagne, donc par le Kilimandjaro en 2014, où là, je me suis dit, tiens, je vais voir un petit peu ce que c'est les expés. Être confiné, moi, le confinement, j'ai été confiné dans des petites tentes de 3 mètres carrés, donc ça, j'ai l'habitude. Et puis, en janvier, une chance de fou. Il y a Jeannot qui me regarde, c'est mon compère de l'Aconcagua. En plein début de confinement, juste avant, on était en Argentine, on a fait un 7000. Et donc là, le 7000, on vivait un petit peu les infos, mais vous êtes quand même dans votre bulle, où là, on est parti 3 semaines. 3 semaines avec des camps de base. Et là, expérience extraordinaire. Vie dans une tente de 3 mètres carrés, à vivre avec quelqu'un, d'être bloqué, d'être obligé d'être actif, réactif, connaître la cordée, connaître les autres. On avait 8 nationalités, on était 10 dans notre cordée. Et donc, moi, j'ai eu la chance de faire ça avec un petit jeune, Jeannot, qui a 73 ans. Donc, au début, je me suis dit, comment ça va se passer? Il va rigoler, c'est un communiste. Moi, je suis entrepreneur. Donc, je me suis dit, c'est quand même mal barré. Le seul qui parle français, on est quand même aux antipodes. Et puis, finalement, ça s'est divinement bien passé. Il a fallu gérer parce que le mental, c'est compliqué. On est loin des siens. On mange pas forcément à notre faim, donc faut gérer la faim, le mental, le manque d'oxygène. Et ça m'aide beaucoup parce que quand je reviens à une situation normale, entre guillemets, là-bas, on a 30% d'oxygène, là où on a 100%. Donc, je vous laisse imaginer, les décisions sont très compliquées à prendre. Et puis, donc on a très bien géré ça. Voilà, en gros, mon parcours sportif par les gros événements que j'ai pu faire dans les divers sports que j'aborde. J'ai pas trop parlé, William? Si, le webinaire est fini, notre temps est donc c'est terminé. Ça fait 1h30 qu'on Sérieux? parle, donc mais non. Bon, merci beaucoup, Julien. Tu auras l'occasion là dans les minutes qui suivent un peu plus de ces exploits. Je vais maintenant laisser la parole à Nicolas Doucerin, qu'on ne présente plus, mais qui va quand même le faire pendant 2-3 minutes. À toi. Ouais. Bah, écoutez, on va être rapide parce que je vois effectivement tous ceux qui sont connectés, il y en a beaucoup qui le sont, donc je vais éviter de faire une redite. L'idée avec Julien et William, on voulait vous faire partager ce moment pour justement confronter finalement la vie d'un entrepreneur à celle d'un homme comme Julien, mais qui est un sportif de haut niveau, qui est lui-même entrepreneur. Et en fait, en échangeant avec mon ami Julien, on s'est aperçu qu'en fait, il y avait pas mal de similitudes. Et je le dis avec beaucoup d'humilité, je serais mais totalement incapable de faire ce que fait Julien. Voilà, d'une part parce que j'ai le vertige. 2, je pense que j'ai pas forcément la condition physique et que je pense qu'avec mes 102 kilos et mon 1m93, j'aurais qu'une seule peur, moi, c'est de tomber et de me retrouver 800 mètres plus bas. Donc, je préfère regarder ça et admirer ceux qui pratiquent cette magnifique discipline. Par contre, ce qui est très clair, c'est qu'avec notre ami Julien, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de points communs que nous allons aborder tout à l'heure. On s'est aperçu que pour bâtir un projet, pour gravir par exemple un 8000 mètres, ben ça se décide pas comme ça en 24 heures. Il faut monter une équipe, il faut réunir un budget, il faut se préparer mentalement, il faut se préparer psychologiquement. Ça se planifie, il faut savoir reculer, partir au bon moment et ensuite fonctionner étape par étape. Et finalement, quand on monte une entreprise, eh bien c'est exactement le même sujet. C'est-à-dire que quand on monte une entreprise, on dit, moi je dis souvent, c'est monter une entreprise, c'est avoir une idée. Et le rôle du chef d'orchestre, du chef d'entreprise, c'est d'avoir la capacité de donner vie à cette idée. Et pour donner vie à cette idée, eh bien c'est toujours pareil. Il faut réunir des talents autour de soi.
des compétences qui vont venir compléter finalement les points faibles que chaque être humain peut avoir. Il va falloir trouver du budget, des moyens logistiques, des moyens humains, des moyens technologiques parfois, pour pouvoir donner vie et faire que demain, votre entreprise soit une entreprise pérenne, qui se développe, qui génère de la richesse et qui soit en capacité d'abord d'apporter le service à ses clients et bien évidemment de tenir sur la durée. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, on est en pleine crise. Et concernant mon parcours, pour beaucoup, vous le connaissez, je vais le rappeler rapidement. Moi, je suis entrepreneur depuis mon plus jeune âge, je suis un autodidacte, j'ai créé ma première entreprise, j'avais 11 ans où je faisais des livraisons de petits déjeuners à domicile dans la banlieue parisienne, dans les Yvelines. Et puis à 19 ans, j'ai créé mon cabinet de conseil en ressources humaines, Solic, qui a vécu, j'ai démarré seul dans un petit bureau de 10 mètres carrés, j'ai appris de mes concurrents, j'ai observé. J'avais besoin de tout apprendre parce que je ne connaissais rien à l'informatique, je ne connaissais rien aux ressources humaines. Et c'est l'avantage quand on arrive, c'est que on observe, on capte un peu comme une éponge, on vient prendre les bonnes idées à droite et à gauche, et puis on façonne son modèle, et puis on lance son entreprise. Cette entreprise, elle a généré, avec moi-même et mes équipes petit à petit, elle a généré 35% de croissance par an pendant 12 ans de manière ininterrompue. Ça a été une aventure incroyable. Alors, avec des difficultés, avec des problèmes financiers, avec des mini-crises, des baisses de morale, des phases euphoriques, une conquête, mais globalement, une entreprise qui est passée de 1 salarié, mon propre emploi, à 92 collaborateurs jusqu'en 2008, avec une entreprise qui faisait à l'époque en consolidé 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, sortait pas loin d'1 million d'euros de résultats en cumulé groupe, et avec 7 bureaux en France et 2 à l'international, en Suisse, près des montagnes de notre ami Julien, et puis en Algérie, où on accompagnait nos grands groupes français et européens dans leur déploiement au Maghreb. Lorsque Lehman Brothers a fait faillite, cette banque américaine, dont on parle assez souvent à nouveau en ce moment avec la crise que nous traversons, j'ai perdu en 2 mois 55% de mon chiffre d'affaires. Et ça a été une chute, une descente aux enfers, alors pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que personne n'a vu venir cette crise. Elle est arrivée violemment, un matin, à 5 heures du matin sur BFM, où j'entends Stéphane Soumier annoncer la plus grande faillite d'une banque de toute l'histoire de l'humanité, avec des pertes qui avoisinaient les 600 milliards de dollars. 600 milliards de dollars pour une banque. Bon. Et j'étais très loin d'imaginer, en me levant ce matin-là, que la faillite de cette banque allait provoquer un tsunami, une vague monumentale, capable de renverser toute une partie de l'économie et de frapper ma petite entreprise dont le siège social était basé à Issy-les-Moulineaux. La descente aux enfers, elle a duré 9 mois. Ça a été une chute vertigineuse. Des 2,5 millions d'euros de trésorerie que j'avais sur mes comptes bancaires, il n'en restait plus que 200 000 7 mois après. À cette époque-là, il n'y avait pas les aides de la BPI. Alors, la BPI n'existait pas, c'était Oseo. Les banques étaient asphyxiées. Il n'y avait plus de trésorerie, il y avait une tension extrême entre les entrepreneurs et les banquiers. Nos politiques se focalisaient sur les grands groupes et les PME et les ETI et les TPE étaient durement impactés avec des chutes vertigineuses et des faillites par dizaines de milliers. Je rappelle qu'en moins d'1 an, c'est 1 900 000 chômeurs de plus en France. C'est des faillites records. C'est un effondrement et on avait à l'époque, je le rappelle, un PIB qui a plongé de 2%, ce qui était du jamais vu. Et on a même cité la crise de 2008 comme la crise la plus violente depuis 1929. La crise que nous traversons aujourd'hui, et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet après avec William et Julien, la crise que nous traversons aujourd'hui, c'est une crise sanitaire, mais c'est une crise de confiance, c'est une crise politique, elle viendra, et c'est une crise économique majeure. Et cette crise économique, elle est majeure. Pourquoi ? Parce qu'on parle d'un PIB qui va plonger au minimum de 9%, et pour certains experts, nous devrions tomber entre moins 12 et moins 15%. Et vous voyez bien que cette crise-là, elle est 3, 4, 5 fois plus percutante que celle de 2008, et donc par définition, elle va nous demander à nous, entrepreneurs et sportifs, beaucoup plus d'agilité, parce que évidemment, dans tout type de crise, il faut savoir saisir les opportunités, il faut savoir garder son agilité, il faut savoir s'adapter, parce qu'on peut s'en sortir, et c'est le message qu'on souhaite faire passer aujourd'hui, on peut s'en sortir, et ça demande des ressources, ça demande une préparation, ça demande d'être bien entouré,
pour justement surmonter ces épreuves-là. Aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais repasser la parole à notre ami William, qui va introduire, et on va essayer justement de mettre en parallèle les points communs essentiels entre atteindre un objectif, comme l'a évoqué Julien tout à l'heure, se donner pour objectif d'aller en haut d'un sommet à 8000 mètres et d'y planter le drapeau. On n'y vient pas comme ça, voilà. Et monter une entreprise ou résister en période de crise et avoir cette capacité de rebondir pour surmonter la crise, sauver son entreprise et retrouver le chemin du développement. Voilà, je crois que le débat est lancé et je pense qu'on va passer un bon moment ensemble à partager, répondre à vos questions et surtout trouver toute l'énergie nécessaire pour combattre cette crise tous ensemble. Merci. Merci Nicolas. Écoutez, messieurs, le premier thème que j'aimerais aborder avec vous, c'est savoir s'entourer, savoir bien s'entourer dans son entreprise et quand on prépare une ascension des 7000, des 6000 ou des 8000. Alors, il faut une équipe. Cette équipe, il faut la choisir. Nicolas, comment bien savoir s'entourer? Savoir s'entourer, c'est, comme je dis, finalement, si je prends le rôle d'un chef d'entreprise, on lui demande quoi? On lui demande d'avoir l'idée, on lui demande de porter le projet, on lui demande d'être gestionnaire, on lui demande d'être comptable, on lui demande d'être commercial, on lui demande de faire de la communication, on lui demande de faire du marketing, on lui demande d'être juriste en droit social quand on embauche des salariés, il faut s'y connaître, en fiscal également, puisqu'il faut connaître un peu la fiscalité et on le voit bien aujourd'hui. Bref, on demande d'être un mouton à 1000 pattes et on sait tous que ce n'est pas possible. Pour moi, le rôle d'un bon chef, c'est d'avoir cette capacité, excusez-moi parce que... C'est ton smartphone? C'est le confinement, voilà. En fait, ce qu'on nous demande, c'est on demande de tout faire et on ne peut pas tout faire. Voilà, c'est pas possible. Moi je le dis, et c'est mon premier conseil du jour, on est avec des qualités et on est avec des défauts. Et moi je dis qu'un chef d'entreprise qui va entreprendre, il doit consacrer 95% de son énergie là où il est excellent. Si vous êtes un excellent commercial, si vous êtes un excellent gestionnaire, si vous êtes un excellent ingénieur pour rechercher, développer, bâtir votre offre produit ou votre prestation, concentrez votre énergie là-dessus. Et par contre, ayez l'intelligence de vous entourer avec les bons talents et les bonnes compétences autour de vous. La force d'une équipe, si je prends un exemple à 3, c'est que le 1 plus 1 plus 1, ça ne fasse pas 3, 2,5 ou 2, comme ça le fait parfois dans certaines entreprises, c'est que ça fasse 4,5. C'est l'émulation. C'est en additionnant l'intelligence collective, en additionnant les qualités, que vous donnerez vie à votre projet et que vous lui donnerez le maximum de chances de vous pérenniser. Donc oui, savoir s'entourer, c'est la première des qualités de tout chef d'entreprise. Et j'aimerais bien d'ailleurs retourner cette question à mon ami Julien, c'est que j'imagine que quand on veut gravir à 8000 mètres, on ne part pas tout seul. J'imagine que derrière, il y a quand même toute une logistique à mettre en œuvre. Alors je te rejoins, Nico. C'est vrai que l'alpinisme est un sport collectif. C'est vrai qu'on a souvent tendance à dire que c'est un sport solitaire, parce qu'on voit les photos au sommet, mais quand tu commences à accéder à des 6000, 7000, 8000, c'est vraiment un sport d'équipe. Moi, j'ai toujours cette phrase, seul on va loin, seul on va vite, à plusieurs on va loin. Donc oui, il faut s'entourer de personnes de confiance. Alors, il y a un mot d'ordre qui revient de toute manière en alpinisme, contrairement à une entreprise où certains peuvent faire illusion. Moi, j'en connais tellement qui font illusion et qui arrivent malheureusement à avoir des carrières importantes. En montagne, si tu n'as pas l'expérience, la technique, à 6000, ça pardonne pas. Donc, nous, on a déjà cette chance quand on choisit une cordée, on va choisir des personnes qui connaissent la montagne, qui sont des amoureux, qui n'ont pas des égos démesurés, même s'il faut en avoir quand même, puisque quand tu arrives à des sommets comme ça, c'est vrai qu'entre alpinistes, les premiers jours où tu viens, tu as tendance à dire un petit peu les sommets que tu as fait, ça permet de jauger. Et si tu veux, l'équipe, la difficulté en alpinisme qu'on retrouve en entreprise, c'est que tu as deux cas de figure. Tu as le cas de figure où tu vas monter ta cordée,
pour un Mont Blanc, pour un 4000 ou pour aller faire une série de 4000 en Italie où là tu vas pouvoir la monter parce que les budgets restent cohérents. Donc là il faut trouver le guide. Hein, le guide c'est le primordial. Ça il y a pas de sujet. Il faut quelqu'un d'expérience, quelqu'un qui ait de l'empathie, quelqu'un qui sache écouter, qui sache décider. Malheureusement il y a des guides qui ne savent pas décider. On arrive dans des tragédies, notamment là j'ai lu Tragédie à l'Everest où un guide n'a pas réussi à appliquer ce qu'il voulait appliquer. Bilan il y a 8 morts. Donc c'est vrai que quand on monte son équipe, on va vers les siens parce que la confiance, elle est là. Finalement, on donne notre vie dans les mains des autres. Donc, on va choisir une équipe assez homogène en technique. Moi, je suis très pour la parité, hein, homme-femme. C'est très important d'avoir des femmes dans une cordée parce qu'elles n'ont pas la même approche de la montagne. Elles n'ont pas le même sens des décisions. Voilà, il y a vraiment le risque aussi, Julien, non? Est-ce que les femmes finalement sont peut-être de par cet instinct maternel, peut-être peut-être un peu plus prudente dans l'approche par rapport à... Alors l'instinct maternel, à deux niveaux. Elles sont plus prudentes, mais, et je n'ai pas honte de le dire, elles sont plus résistantes. C'est hallucinant, c'est une résistance au mal et une absence c'est une abnégation. Qu'elles aient été mères ou pas, mais moi, les cordées que j'ai pu avoir, les femmes ne disent rien. Moi, j'ai vu des petits bouts de femmes à la Concagua porter les mêmes sacs que nous, sans se plaindre, sans rien dire. Donc moi, je pense que c'est important de les avoir parce que quand tu pars pendant 3 semaines, t'as pas les tiens, donc il y a pas l'aspect. Alors ça remplace pas une conjointe, ça remplace pas. Mais bon, moi par exemple, qui suis avec 5 femmes dans ma vie, voilà, d'avoir une touche féminine, d'entendre une voix douce, c'est quand même important. Donc je reviens pour s'entourer. Après, dans l'alpinisme, comme sur la Concagua, Jeannot pourrait en témoigner s'il pouvait parler. Là, on est arrivé à des budgets plus importants, donc tu ne peux pas monter ta cordée. C'est-à-dire que tu t'inscris et tu arrives dans un groupe que tu ne connais pas. C'est Jeannot en photo là. Et c'est exceptionnel parce que là, c'est comme quand tu rachètes une entreprise. Soit tu la montes et tu montes ton équipe, soit tu reprends une entreprise comme tu as pu le faire, Nico, quand tu es en situation de crise dans des boîtes qui vont fermer, tu dois te taper 200, 300 personnes. Bah, nous, là, on a dû découvrir avec 8 nationalités. Et là, tu dois savoir où sont les forces, les faiblesses en très peu de temps. Parce que là, fallait voir quand même qu'on avait une cordée qui allait de 25 ans jusqu'à 73 ans. Donc là, l'exercice est différent. Tu vas t'entourer, mais avec l'existant, et c'est exceptionnel parce que finalement, dans ta cordée, quand tu l'as choisi, c'est du confort, c'est bien. Et là, tu sortes de la zone de confort, tu dois t'adapter aux autres. Et moi, je pense que on y viendra avec le leadership, le choix. C'est hyper important de pouvoir s'adapter aux autres. Le leader doit s'adapter aux autres, ne doit pas forcément être dans sa zone de confort. Alors moi, il y avait un petit point que je voulais dire. Donc, j'ai écouté beaucoup de tes commentaires et de tes webinaires, Nico, qui sont vraiment passionnants à chaque fois. Et c'est vrai qu'on parle souvent de leader et de suiveur. Alors moi, je suis pas un grand fan. Je suis pas un grand fan. Parce que pour moi, il y a tellement de leaders qui le sont comme ça, parachutés, mais qui ne le sont pas. Alors, il y a la notion là est importante. Hein. En alpinisme, on l'a. Mais pour moi, c'est un petit peu comme le signe astrologique. Tu peux être poisson, ascendant, taureau. Donc nous, quand on arrive en montagne, on voit les leaders, les suiveurs, mais il faut gratter derrière. C'est-à-dire que tu peux avoir un suiveur qui a 30 ans d'expérience, un leader qui a le charisme et qui n'a pas d'expérience. Donc moi, je pense qu'il faut pas se limiter à ces deux intitulés. Parce que derrière, on peut creuser et des fois, tu peux même partir sur 3 guides, dont le chef guide, le 2, le 3, et que finalement, tu te rends compte que le 3, parce que l'organisation l'a pas mis, tu sais pas pourquoi, mais finalement, ça serait peut-être lui le leader et que les messages passent plus par lui que par le guide. Et ça, il y a aussi une troisième, parce que je me situe dedans, j'ai pas un niveau assez important pour les grands sommets, donc je suis un leader dans mes entreprises, dans les ultra-trails. Moi, je pense qu'il y a une fonction méconnu ou qui n'est pas vraiment dessiné, c'est ce que j'appelle le liant. Le liant, c'est le gars qui a assez d'expérience, mais qui ne peut pas être leader, mais qui n'est pas suiveur, et du coup, qui va faire l'intermédiaire entre le guide et le groupe. Parce qu'il faut savoir qu'un guide, lui, c'est j'emmène l'accordé au sommet. Je ne peux pas faire le pipi caca de chacun. Et tu peux mettre des gens en échec psychologique parce que le guide, il n'a pas le temps de gratter. Il prend 10 décisions par jour. Il y a les fenêtres de tir, la météo, tout ça. Et moi, j'ai ce rôle. C'est vrai que Jeannot pourra le témoigner. J'ai eu un rôle à un moment donné où c'était compliqué pour certaines personnes. J'ai pris sur moi parce que c'est compliqué. On est fatigué, mais je me suis dit, tu peux pas laisser tomber des gens. Et il y a du liant. Et dans mon entreprise, moi, j'ai Karine, ma conjointe, qui fait ce travail qui est très compliqué parce qu'il faut avoir
avoir l'écoute de la direction, mais être respecté par les salariés. Et c'est un rôle extraordinaire, mais qui puise une énergie folle. Mais c'est un facteur clé de succès. C'est souvent quelqu'un qui est dans l'ombre. C'est quelqu'un qui n'a pas de légitimité réelle, mais qui s'implique et qui fait que la cordée est harmonieuse et qui fait la cohérence entre tous les talents. Alors, j'ai un point, Julien, parce qu'on m'a souvent posé cette question-là, notamment sur la lucidité. Et je fais le parallèle aujourd'hui parce que tu sais qu'on a énormément d'entrepreneurs aujourd'hui, hommes et femmes, qui souffrent de cette crise parce que la période de confinement dure depuis 2 mois, parce qu'on a des restaurateurs, parce qu'on a des gens issus du tourisme, de l'événementiel, enfin de l'aéronautique, de sous-traitance, qui sont complètement à l'arrêt, qui sont donc très stressés, qui passent leur journée, leur nuit à travailler. Et tu sais que quand on va au-delà, que le corps humain ne puisse l'accepter, que ce soit physiquement, psychologiquement, il y a de la fatigue, il y a du mauvais stress, et parfois on peut manquer de lucidité et par définition ne pas prendre toujours la bonne décision. J'imagine que toi, dans tes expéditions, quand tu montes un 8000, tu dois passer par des phases peut-être d'euphorie, de démoralisation qui peuvent être liées, j'imagine, peut-être à des conditions météorologiques, peut-être à une personne justement dans la cordée qui tire un peu la patte et puis qui est en train de lâcher. Est-ce que tu trouves des similitudes par rapport aux situations que nos entrepreneurs peuvent vivre en période de crise actuellement? Oui, totalement. Totalement, Nico. Et à double titre, puisque moi, mon burn-out, ça a été compliqué à gérer. Moi, j'ai appris avec toi, puisque j'apprends de tout le monde, mais c'est vrai que c'est toi qui es dans le webinaire. Tu me l'as encore dit ce matin quand je t'ai dit que j'étais pas trop bien, et que comme un con, je te dis j'ai pas osé t'appeler. Moi, je pense que moi-même, en tant qu'entrepreneur, avec Thierry, avec Myriam, on souffre. C'est très compliqué. Moi, je pense qu'il faut pas rester isolé. Moi, par exemple, avec Nico, qui a du recul, qui connaît pas forcément mon business, même si maintenant il est apparenté, j'hésite pas à l'appeler, j'hésite pas à le solliciter. Et c'est vrai qu'en montagne, on a des phases terribles. On a des phases d'euphorie quand on arrive à un camp de base. Et puis après, au moment de s'endormir, on sort la photo de ses enfants, on sort le doudou de sa deuxième. Et puis là, tout s'effondre. On se dit pourquoi je suis là, comment ça va se passer demain, j'ai plus de force, je suis qu'au camp 1 et j'ai encore le 2, le 3 et le sommet. Et c'est vrai que là, faut puiser chez les autres. Moi, je pense que l'erreur que j'ai pu faire et que j'ai fait dans certaines expéditions, c'est l'isolement et le refermement sur soi. Moi, par exemple, j'ai tiré la force de Jeannot, par exemple, qui a 73 ans, donc une grosse expérience, et qui avait plus de recul par rapport à la famille. Donc, j'ai puisé, je lui ai parlé, on était en interaction pour pouvoir rebondir. Et c'est vrai que la difficulté qu'on a en montagne, parce que la lucidité se perd avec le manque d'oxygène, le manque de faim, c'est qu'à un moment donné, on essaye de trop résister. Moi, c'est ce qui m'arrête avec le burn-out. J'aurais pu m'arrêter, mais j'ai jamais voulu arrêter parce que je n'arrête jamais et c'est une connerie. Je suis tombé très bas et j'ai fait même des conneries en montagne. Et c'est vrai que je pense que il faut vraiment savoir s'entourer. C'est le mot d'ordre. On l'a vu tous les deux. Et puis, savoir essayer d'être linéaire, de pas avoir trop d'euphorie, de pas trop avoir de down. Et dans cette période, c'est vraiment échanger avec les autres, ne pas hésiter à donner des coups de main, ne pas hésiter à faire état de sa situation d'échec pour essayer de trouver des solutions. Moi, je vois avec Quizas et Thierry, ma startup, on était en déshérence. Nico nous a trouvé des solutions. On a évité des grosses conneries. Donc oui, moi, je pense que c'est savoir écouter les autres, savoir s'entourer, puis redonner, bien évidemment. Mais ne pas, surtout pas, s'isoler psychologiquement. Moi, j'ai un jeune de 25 ans dans la cordée de la Concagua qui était en échec, qui pensait que c'était un peu le Club Med, un bon niveau, mais lui, c'était ses vacances. Donc, quand il y avait un brief à 6h, il arrivait à 6h30, il dormait tout le temps. Et le guide l'avait pris en grippe. Le mec jetait le sac contre la montagne, mettait des coups de pied. Donc, une fois, 2 fois. Et à un moment donné, je suis redescendu. Je vous dis pas, ça me faisait chier de redescendre, de remonter. Mais je l'ai chopé. Je lui ai dit, écoute, un Bulgare. S'il m'écoutait, maintenant, on est resté très potes. Je lui ai dit, écoute, une chose. La montagne, elle est là depuis 10 000 ans. Elle sera là encore dans 10 000 ans. Donc, si tu penses qu'avec tes petits coups de pied, tes coups de sac, tu vas la faire tomber ou tu vas passer ta frustration, je pense que là, dans 2 jours, tu redescends en bas et quand tu seras en Bulgarie, tu dis, mais quel con, je l'ai pas monté parce que j'étais bête. Donc, soit tu acceptes que la montagne, elle est dure. Et je dis, il y en a pas un dans le groupe, là, qui est pas dans le dur. Mais nous, on serre les dents.
on se parle. Donc, quand on fait une pause, tu restes pas à 10 mètres derrière à maugrer dans ton coin, à dire, j'y arriverai pas. Tu viens avec nous, tu parles, t'échanges. Eh ben, depuis l'engueulade là, ce con, il a failli arriver avant moi au sommet. Il a fallu que je lui fasse un croche-pied à 10 mètres en dessous, quoi. Non, je déconne, c'est pas vrai. Mais voilà, tu vois, c'est des choses comme ça où le mec n'arrivait pas. Et il y avait peut-être la jeunesse aussi. Et après, une fois qu'il s'est mis dans le groupe, il a trouvé ça exaltant. C'était le premier à aller aider à chercher de l'eau, à aller chercher. Donc voilà. Ouais, non, c'est passionnant. Alors, faut Et savoir beaucoup de pardon, oui. oui. Non, je vous en prie. Non, c'était. Vas-y. S'entourer. On peut aussi s'entourer de personnes externes qui ne font pas partie peut-être du cercle de la vie. Enfin, je sais pas, mais comment ça se passe quand vous êtes en haut? Est-ce que vous avez toujours un lien technologique avec le bas pour savoir la météo, ce qui va se passer ou... Oui, oui. Alors c'est souvent le guide, bon, qui nous les débriefs, mais c'est vrai que comme dans une entreprise, il faut savoir s'entourer, que ça soit externe d'hommes, mais également de technologies. Hein, c'est ce que j'explique souvent. Les technologies ont drôlement progressé. Avant, on montait avec des pompes qui C'est quoi faisaient. cette photo, Julien, là? Comment? La photo, c'est quoi, là? Alors C'est quel sommet? ça, c'est normalement mon prochain objectif. Ça, c'est le Baroun, c'est un 7002 au Népal. Ouais, c'est une petite collinette, quoi. C'est Oh, un. c'est un peu, oui, c'est un peu comme le col du Honeck dans les Vosges. Oui. Nico, je t'emmènerai à Chamonix, mais le jour-là, je te la ressortirai, celle-là. Euh, ouais, tu verras, malin, va. Et du coup, j'ai perdu le fil. Merci, Nico. Alors ça, c'est le camp de base de l'Aconcagua. Là, vous voyez, ça, c'est une des surprises. Il fait grand beau la veille. Vous vous réveillez, il y a 25 centimètres de neige. Alors ça, Raconte-nous, c'est ce que tu as fait, là, ouais, cette année, ouais. en 2020, il y a Voilà. quelques mois Oui, seulement. oui, voilà, on dormait dans ces petites tentes avec Jeannot, on dormait dans 3 mètres carrés. Alors là, c'est autre chose. Là, c'est moi au sommet du Mont Blanc. Mais donc, ces petites tentes, voilà où on dormait. Vous aviez le truc, donc vous vous endormez, il fait beau et tout. Le lendemain matin, il y a 25 centimètres de neige. Vous savez que le sommet, c'est le lendemain. Donc, vous savez que la neige, c'est pas évident, va falloir cramponner. Et puis, faut faire avec, hein, parce que là, soit vous dites, je flippe et tout. Ben non, parce que le cerveau est tellement habitué à prendre des claques dans la gueule, à dire, s'il y a de la neige, c'est le plan A. S'il y a pas de neige, c'est le plan B. S'il y a de la... Voilà. Et on a une chance aujourd'hui, c'est que le matériel est tellement bien fait, c'est léger, on a des matériaux extraordinaires, des pompes. Avant, il fallait des pompes de 2 kilos, aujourd'hui c'est 800 grammes. Et donc, pour revenir à ce que disait Will, oui, il faut un bon météorologue, bien évidemment. Hein. Aujourd'hui, tout le monde le sait, une fenêtre de tir, c'est pas je mets le doigt comme ça en disant tiens, il y a le vent, il y a 2 tourterelles, c'est bon, on le fait. Non, il y a toute une logistique en bas où il y a un suivi météo radar. Ça t'est arrivé, Julien, ou pas, de partir pour un objectif, par exemple, je sais pas, sur le Mont Blanc, et devoir rebrousser Oui, chemin, justement à cause de conditions oui, météo? C'est-à-dire finalement, tu as payé ton oui. expédition, tu as ton guide, t'es peut-être à quelques heures seulement du sommet et devoir Oui. finalement abandonner pour mieux repartir plus tard? Oui, ça m'est arrivé, Alors j'ai toujours eu à peu près de la chance, mais ça m'est arrivé 2 fois. Et dans les 2 fois-là, heureusement qu'on a un guide qui avait du leadership et qui a su nous faire demi-tour. J'en ai une que je t'ai racontée. C'est vrai on était parti pour le Mont Blanc. On arrive au Mont Blanc du Tacu, tout était beau, bleu marine, le sommet en face, avec pas mal de cordées. Donc on s'est dit c'est bon. Et là j'ai le guide qui dit vous voyez là-haut le petit cumulus, ça me gève. Je dis ouais, c'est vrai, c'est un mouton quoi. C'est la merde. J'ai dit, c'est pas possible, ton petit truc. Ah putain, 3 quarts d'heure après, on était dans la tempête avec mon beau-frère, on voyait plus à 5 mètres, on était obligé de redescendre le tacule, de monter l'arête, on ne voyait pas à 5 mètres. Un petit cumulus. Et nous, si on avait été tous les deux, on ne le voyait pas. Et si le guide avait pas dit non, non, moi je fais demi-tour et quand on monte à 3, on redescend à 3. Et j'ai eu le cas également en Italie. En Italie, pareil. Et d'ailleurs, le jour-là, au Mont Blanc, ils sont allés chercher 3-4 cordées qui avaient voulu forcer le destin. Et le PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne, allait les repêcher. Il y avait des gens qui étaient plantés dans la paroi. Si, Nico. Et je pense que des fois, c'est plus fort de faire demi-tour que d'arriver au sommet. Et tu sais qu'on a une phrase qu'on affectionne de Winston Churchill, alors je la lis un peu parce que je connais plus la fin. Il disait le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. Et moi, je pense que ces expériences de rebrousser chemin, tu te dis que tu as pris de la maturité parce qu'à 25 ans, j'aurais peut-être pas fait demi-tour, je me serais mis dans la merde comme je me suis mis dans la merde une paire de fois. Et là, j'ai mes 4 enfants, j'ai ma famille. Et puis donc, oui, ça m'est arrivé, et ça m'arrivera encore. Ça m'est arrivé d'abandonner sur des courses parce que je sens une petite pointe au genou et que j'ai pas envie de refoutre tout en l'air comme je l'ai fait, oui.
J'avais deux choses là. Tu as Frédéric Lampire là qui nous dit la quête du sommet peut-elle aveugler? Et si je te pose la question, c'est parce que personnellement, j'ai vu ce film, pour toi d'ailleurs, terrible, j'en ai encore le sang glacé, qui est Everest. Oui. Que tu as vu évidemment. Et tu sais bien qu'à un moment donné, est-ce que tu peux nous raconter ce qui a contribué évidemment à l'échec et à ce drame? Parce que je crois que c'est une histoire de temps. Ils avaient jusqu'à un certain temps de ce que j'ai compris, et en fait, ils ont franchi la limite. Et la suite, tu peux nous en dire quelques mots? Oui, j'ai lu le livre. Alors, si tu veux, il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'explications. Il y en a de la technique et il y en a de l'humaine. En fait, si tu veux, dans les années 90 à l'Everest, ça a été le début de ce qu'on appelle les expéditions commerciales. Alors, il y a rien de péjoratif commercial, c'est-à-dire qu'il y a un guide qui emmène des clients, comme ça peut arriver au Mont Blanc. Mais jusqu'à présent, l'Everest était vraiment la parade des grands alpinistes comme Mazo, comme Messner, tous ces grands alpinistes. Et puis, il y a toute une flopée de nouveaux guides qui ont dit, nous, on peut emmener des gens qui n'ont pas forcément fait des 8000, mais qui ont un peu de montagne, une bonne santé, et on les monte. Et donc, c'était en 96. Et Rob Hall, qui était un des meilleurs alpinistes, se retrouve au camp de base avec plusieurs expéditions. Et il y a eu un peu une lutte en fond de dire, voilà, il faut absolument qu'on monte parce que le succès des expéditions va dépendre le succès commercial futur. Donc il y a déjà eu un peu un climat de on se tire la bourre pour être sûr de monter. Il y avait un autre Américain, il y avait des Néo-Zélandais, des Chinois, quoi. Il y avait pas mal de nationalités et pas vraiment d'harmonie entre les diverses cordées. Et Rob Hall avait toujours dit, moi de toute manière, à 14 heures, où qu'on soit à l'Everest, et c'est vrai que c'est un mot d'ordre, on redescend. Parce qu'après 14 heures, en cas de tempête, en cas de difficulté, c'est très compliqué parce que déjà, ça veut dire qu'à 14 heures, si on n'est pas au sommet, l'effort est violent. Il reste encore beaucoup d'efforts. Et puis, le jour-là, Rob Hall, voyant le beau temps, a dit on continue. Il est arrivé en haut à 16h45 parce qu'il y avait un client qui avait échoué à 100 mètres l'année d'avant. Il a voulu lui faire plaisir. Et puis, après, tempête dans la redescente. Les cordées se sont retrouvées plantées parce que voyant Rob Hall, il y en a d'autres qui ont suivi, qui ont dit si Rob Hall monte, nous on peut monter. Et après, ça a été une tragédie parce qu'ils se sont retrouvés bloqués par la nuit, beaucoup à plus de 8000. Alors, il faut savoir que l'espérance de vie est très très limitée. Au-delà de 7005, la zone de mort, on a 24 heures parce que le corps se nécrose. Et puis, il y a eu 8 ou 10 morts l'année-là parce que la décision qui avait été mûrie, les plans qui avaient été arrêtés n'ont pas été respectés. Et lui-même, Rob Hall, a passé une nuit à 8007, ce qui est extraordinaire, et est mort là-haut avec. Alors ça, voilà, c'est triste, mais en ayant sa femme qui allait accoucher, il l'a eu dernièrement en disant recouche-toi, tout va bien, et il est jamais revenu. Donc comme quoi, quand tout va bien, le ciel est bleu, que tout est bien, il y a des fois, faut quand même ne jamais oublier les règles de base. Et personne ne saura pourquoi le jour-là, cette personne américaine qui était méthodique n'a pas appliqué ce qu'il a dit. Ouais. Bon, c'est passionnant. Hein. Et donc, William, je suis en train de constater, on a énormément de questions. Hein. Je pense que d'ici minuit, on n'aura pas fini. Non, on commence à y répondre un peu parce qu'il y a des sujets, je regardais, passionnants, notamment, mais l'entrepreneurial est-il accessible à tous? L'accompagnement et la préparation suffisent-ils pour réussir? Il y a plein de sujets. Non. Ah, on avait encore plein de points à voir, Will, je sais pas, c'est toi qui arbitre. Hein. on avait le leadership, on avait l'agilité, la résilience. On va continuer. J'aimerais bien que Nicolas nous parle du parallèle justement avec les évolutions technologiques. J'aime bien quand il parle de Minitel, Nicolas. Rose? Pardon, putain, je suis en direct. Excuse-moi, Will. Non, excusez-moi tous. Non, mais alors, quelle est la précise un peu ta question, mon cher William? Je voulais savoir, on parlait de savoir s'entourer, parce qu'on peut bien s'entourer d'êtres humains, mais il faut savoir également s'entourer des dernières technologies pour réussir, pour être dans le vent. Oui, alors, c'est vrai et c'est une très bonne question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la chance de vivre. Pour certains, c'est une crainte et pour d'autres, ce sont des opportunités. C'est que le bouleversement technologique auquel on est confronté depuis, on va dire, 20 ans, on va dire avec l'arrivée d'Internet et de tout ce qui s'enclenche, c'est incroyable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, consommateurs, je ne me mets même pas en tant qu'entrepreneur, je me mets en tant que consommateur, nous sommes, avec nos petits smartphones ici présents, nous sommes en train de littéralement, mais bouleverser complètement notre manière d'appréhender les choses, de consommer. Quelques exemples très pratico-pratiques.
Il y a 20 ans, 15 ans, quand on voulait partir en vacances, on allait dans sa ville, son village, on s'arrêtait auprès d'une agence de voyage et puis on allait rencontrer, on disait on veut partir à tel endroit, puis elle nous réservait l'avion, l'hôtel ou la maison ou le bungalow ou le camping et puis on partait avec son kit, on payait et puis voilà. Bon, aujourd'hui, c'est le smartphone qui permet de comparer des milliers de prix sur des vols. On est en fait devenu notre propre agence de voyage aujourd'hui. On le voit au niveau des banques. Les banques, il y a 20 ans, pour passer un ordre de mouvement, d'achat de titres, etc., il fallait passer à sa banque, signer des papiers, attendre une semaine. Aujourd'hui, vous achetez, vous vendez en temps réel, vous transférez de l'argent, vous payez vos fournisseurs. On voit bien qu'aujourd'hui, tout ce monde-là est en train d'être bouleversé. C'est pareil dans l'automobile, c'est pareil dans les services, c'est pareil dans le monde de l'assurance. J'ai eu un incident avec une tempête chez moi il y a peu de temps. Avant, on m'envoyait un expert. Maintenant, on m'a envoyé un lien. L'expert était à distance à 500 km. On a branché la caméra. J'ai filmé pour montrer les dégâts occasionnés. Il m'a donné son accord directement par Internet. On a validé et 48 heures après, j'avais le virement de mon assureur pour rembourser les dégâts occasionnés. Ce que je veux dire par là, et ce qui est très important, et il faut profiter de la période de crise, de confinement que nous traversons aujourd'hui pour remettre en cause ces modèles. C'est un excellent moment pour se poser, revoir l'organisation et utiliser la technologie, mais j'allais dire avec pragmatisme et intelligence. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment que la technologie doit être là pour vous faire gagner du temps, pour fiabiliser, pour améliorer l'organisation, peut-être pour améliorer la qualité et le travail mené par vos collaborateurs au quotidien, d'accord ? Et pas de la technologie gadget qui finalement ne fait strictement rien gagner. Et aujourd'hui, on le voit, il y a des possibilités incroyables avec les technologies et dans tous les métiers. Je terminerai juste par un exemple concret, parce que vous me connaissez, j'aime bien terminer par des choses très concrètes. J'ai un électricien qui m'a dit, Nicolas, que j'accompagne, qui est une belle entreprise, qui fait 1,7 million de chiffre, qui a 12 salariés, qui me dit, je veux arrêter le dépannage parce que c'est des centaines de factures par mois, ça me prend un temps fou et on n'est pas suffisamment rentable. Et en fait, quand j'ai analysé son modèle, je lui ai expliqué qu'en fait, il faisait ses réparations comme il le faisait il y a 20 ans. Et aujourd'hui, évidemment, il n'est plus rentable. Et je lui ai dit aujourd'hui, vous pouvez apporter la même qualité de service à vos clients, mais on va juste utiliser la technologie. Et qu'est-ce qu'on a mis en place en un mois ? D'abord, je lui ai fait créer un numéro vert avec un numéro de téléphone unique pour séparer les gros chantiers qui se planifient dans le temps des chantiers ponctuels qui est un appel d'urgence. Donc, on centralise les numéros. On arrive sur un logiciel. On les priorise. On est capable d'optimiser une tournée sur le sujet. Il n'avait aucune personne dédiée au dépannage d'urgence. On a spécialisé 2 personnes. On a évalué le taux à 2 personnes équivalent temps plein. On a spécialisé 2 personnes qui ne font que ça, rien que ça et uniquement que ça. Quand ils viennent dépanner, ils arrivent chez le client, ils analysent, ils sont équipés d'une tablette, ils sont capables de faire le devis, ils font eux-mêmes leur propre facture, ils sortent le terminal de paiement, ils font les travaux et à la fin de la mission, le client paye directement avec sa carte bancaire. Alors qu'avant, c'est-à-dire il y a 3 mois, ils en étaient encore à aller chez le client, ils arrêtaient un grand chantier pour lequel ils étaient parce que c'était une situation d'urgence, ils faisaient leurs 30 km pour aller retrouver le client, ils n'avaient pas le matériel, ils retournaient sur Versailles pour chercher le matériel, ils retournaient chez le client, ils faisaient, et à la fin de la journée, ils donnaient un papier avec des notes et ils donnaient à l'assistante qui s'occupait ensuite, dans les jours à venir, de faire une facture en bonne et due forme papier, puis de l'envoyer par la poste, puis le client la recevait, puis il ne paye pas, puis on relançait. Aujourd'hui, on a permis de tout optimiser, on fait la même chose, on améliore le service qualité client avec le téléphone centralisé, la priorisation des actions avec un niveau d'urgence qui va de 1 à 3, on a forfaitisé, on fait payer directement sur place et au final, il continue d'offrir la prestation, il apporte de la qualité et il est redevenu extrêmement rentable sur cette activité-là. Voilà, c'est ça, utiliser la technologie pour l'étayer sur un exemple très concret. C'est comme ça qu'il faut utiliser la technologie aujourd'hui. C'est pour améliorer les process, pour fiabiliser, améliorer la qualité de travail de vos collaborateurs et finalement en faire bénéficier. Dans ce cas-là, la technologie est un atout extraordinaire, Ouais. et dans tous les métiers. Et je vais compléter en donnant 2 autres exemples dans les métiers du commerce, en sales, dans les ventes.
Aujourd'hui, une entreprise qui n'a pas ses commerciaux sur leur propre compte LinkedIn pour trouver des nouveaux clients, c'est comme s'il y a 20 ans, une entreprise ne voulait pas être sur Internet. Donc, il faut être sur les réseaux Ouais. sociaux, surtout sur LinkedIn, pour le milieu professionnel. Deuxième chose, toujours dans le milieu de la vente, avoir un CRM. C'est tout bête, mais on se rend pas compte. Un bon CRM, un bon, hein, pas les petites choses qu'on trouve sur Internet qui sont gratuites ou à 5 euros par mois, mais un bon CRM. Bon, oui, si je peux me Ouais. permettre, William, pas les très très gros non plus qui commencent par un S, notamment. Je préconise aussi. Hein. Faut trouver le bon Il faut CRM. trouver le bon CRM qui est adapté à votre entreprise. Oui. Mais ça aide énormément pour booster les ventes et surtout pour bien gérer toutes ces relations qu'on a en interne comme en externe. Exactement. Bien, on va parler crise. Comment on gère la crise en entreprise, mais surtout, Julien, comment on gère la crise quand ça va mal là-haut? Bah, moi, je dirais que je fais la même chose dans les deux, hein, parce que moi, je gère la crise en tant qu'entrepreneur. Euh, Bah, là-haut, à la différence d'ici, comme je l'ai dit, c'est plus extrême, hein. Quand on est tout en haut, il y a quand même le manque d'oxygène, le côté anxiogène de ne pas avoir les siens, donc on s'en remet beaucoup au guide. Donc là-bas, c'est être agile, être rapide, tout en restant lucide. Donc ne pas faire les mauvais choix comme à l'Everest par exemple. C'est accepter de faire demi-tour pour éventuellement remonter. C'est se préparer à avoir une fenêtre de tir non plus le mercredi mais un jour avant, donc de doubler des camps, à se faire une journée avec 2 camps de base qui est énorme. Donc, moi, je pense que ce que font les guides, c'est ce que je fais avec mes entreprises. Les guides nous briefent, on a des briefings tous les jours, au moment du dîner, au moment du petit déjeuner, parce que ça évolue. Ils nous font des points météo. Moi, je pense que la crise, il faut communiquer. Moi, je le martèle depuis des semaines sur les réseaux sociaux. Le leader, il faut déjà se leader. Hein. Moi, quand je me lève le matin, j'ai pas forcément envie de me dire tiens, je vais écrire à mes collaborateurs, je vais leur raconter une histoire, je vais les pousser, parce qu'il faut déjà se pousser soi-même. C'est déjà un gros travail. Moi qui ai la positive attitude, là je commence à être fatigué. Et puis après, c'est vraiment comme en montagne, écouter, ne pas laisser les gens sur la route, mais savoir décider quand même. Comme dit Nico, dans son entreprise, il y a des décisions compliquées à prendre. Moi, j'ai pas ça pour l'instant. Évoquer des licenciements, évoquer des choses compliquées à mettre en œuvre. Donc, il faut savoir décider. C'est pas la partie la plus facile. C'est plus facile, comme dit Nico, d'annoncer des primes, des augmentations. Mais il faut prendre du recul. Et cette période de crise, il faut également prendre des avis extérieurs. Moi, j'ai eu souvent Nico pour lui demander, voilà, il n'est pas du monde de l'assurance, mais sur des basiques, parce que tout va tellement vite, on est abreuvé par les informations, donc il y a déjà le côté anxiogène de est-ce que mon boulot va bien, comment on va reprendre après le confinement. À ceci s'ajoute le PIB ou le PNB, je suis moins féru que Nico qui va baisser de 9%. Donc il y a tout ça où il faut arriver à prendre sur soi, à le digérer, à en garder une partie pour soi. Et dans les zooms que je fais avec mes salariés, j'essaye de remettre de la légèreté. Alors moi, je suis un déconneur né, donc essayer de mettre de la légèreté, à dire voilà que le monde ne s'arrête pas là. Hein. C'est comme quand un sommet on redescend, on se dit tant pis. Et c'est ce que je dis. Quand on tombe, on se relève. Moi, j'en suis la preuve. Hein. Il y a un proverbe qui dit on peut tomber 7 fois dès lors qu'on se relève 8. Donc il y a toujours un après. Et par exemple, en montagne, un guide m'a toujours dit, tu sais, Julien, la plus belle des montagnes, c'est celle que tu peux revoir quand on est en bas. Donc, ça veut tout dire. Aller s'échiner, aller essayer de foncer, d'aller crever là-haut pour ne pas. Donc moi, il y a des choses là pendant la crise que je laisse filer. Il y a des choses où je suis plus tolérant avec mes collaborateurs, que je laisse un petit peu de côté pour pas leur mettre de pression supplémentaire. Je vais pas décocher des objectifs commerciaux. Là, je leur demande de gérer les clients parce que nous, en assurance, c'est très compliqué. Hein. Vous voyez comment le gouvernement et les assureurs communiquent, donc c'est très compliqué de redonner aux assurés. Donc voilà, mes collaborateurs, je les pousse, je les motive. Ça use, c'est vrai que c'est fatigant. Donc moi, l'auto-hypnose m'aide beaucoup là-dessus parce que ça me permet de me dégager, ça me permet de me redonner de la batterie, de l'énergie. Nicolas, dans la gestion de la crise, le chef d'entreprise a le temps, lui, de se confiner, je dirais,
pour pouvoir mieux réagir, ce qui n'est peut-être pas vraiment le cas quand on est là-haut. Non, c'est vrai. Je pense que la grosse différence, c'est quand on est là-haut, ben, le problème, si on a très froid et qu'on est pris dans une tempête, on peut pas appuyer sur pause et puis patienter. On n'a pas le choix. C'est une question, c'est une question de vie, c'est une question de vie tout simplement. Non, le chef d'entreprise, la grosse erreur qu'il faut surtout pas commettre, c'est d'être accaparé par le stress, travailler comme un damné, à s'épuiser physiquement et psychologiquement parce qu'on perd ses facultés. Et justement, quand on est en situation de crise, on doit justement prendre énormément de décisions. Et l'objectif, c'est d'essayer de prendre les meilleures décisions et de prendre, si possible, le moins de mauvaises décisions possible. Ça paraît banal ce que je dis, mais moi, typiquement, je l'ai vécu. Au début, je m'étais mis en 2008-2009 à travailler comme un fou, à plus dormir. Et puis, à un moment donné, je commençais à être tendu, à avoir des signes d'agacement, ce qui est normal, hein, parce qu'on est une machine. L'entourage, évidemment, a pris un peu ombrage et on s'est retrouvé avec des tensions. Et tout ça, on rentre dans un espèce d'engrenage qui est extrêmement négatif. Et il y a un moment donné, moi, je me suis fixé une limite parce que j'ai senti que mon corps et mon esprit n'étaient plus capables de tenir. Et je me suis dit, si je continue comme ça, je vais péter un câble. C'est tout, ça va pas tenir. Et donc, je me suis imposé, dans mon emploi du temps, à me faire 3 heures de sport par semaine, 2 fois 1h30, et à m'y tenir, quoi qu'il advienne. Alors, je jouais pas très bien, c'était pas génial, mais au moins, je me dépensais physiquement. Et c'est une fatigue qui me faisait du bien. Et puis, j'ai retrouvé une hygiène de vie. Et très rapidement, j'ai retrouvé un équilibre. Et en retrouvant cet équilibre, j'ai pris les bonnes décisions. Et quand on m'avait annoncé que 2% des entreprises qui se mettent en redressement judiciaire s'en sortent, et que j'ai pris ces 2% comme un challenge personnel, j'ai dit à mes collaborateurs, nous ferons partie de ces 2%. Mais après, il suffit pas de le dire. Il suffit pas de dire, je ferai partie. OK, très bien. Mais il y en a quand même sur 100 dossiers, il y en a quand même 98 qui se plantent. Donc, qu'est-ce qu'on fait qu'on fera partie de ces 2%? Et pour arriver à ces 2%, il faut prendre des bonnes décisions. On a réussi à le faire. On a tenu durant la période d'observation qui a duré 6 mois et notre plan de continuation a été validé au terme de 6 mois et c'est comme ça qu'on a pu sauver l'entreprise et après partir en sortant mon fameux bouquin « Ma petite entreprise a connu la crise » et qui m'a permis ensuite de perdurer et de continuer avec l'entreprise. Voilà. Donc, c'est ça, on le voit encore, il faut prendre les bonnes décisions et c'est un juste équilibre. On parlait de savoir s'entourer. S'entourer, c'est évidemment au niveau de son entreprise, au niveau de ses salariés, c'est au niveau de ses conseillers externes. Et j'avais moi-même, Julien très aimablement l'a dit à plusieurs reprises que je l'accompagnais, mais moi-même, j'étais accompagné quand j'étais chef d'entreprise, hein, parce que ce qui est valable pour Julien était valable pour moi à la tête de mon entreprise. Donc, j'étais bien entouré à ce niveau-là. Et puis aussi, le psycho-affectif, je crois que Julien en a très bien parlé tout à l'heure, c'est évidemment, c'est l'environnement familial, hein, Oui. qui est un élément clé. Je veux dire, si on est seul, si on est mal entouré, si on est confronté à énormément de difficultés, bah, c'est un combat de plus qu'il faut mener. Et ce combat de plus, bah, il peut être très, très dur et très compliqué. Donc, on voit bien que c'est tout un ensemble, c'est ce que j'appelle un écosystème qu'il faut se créer autour du chef d'entreprise pour mettre le maximum d'ingrédients et faire qu'au final, ce soit une réussite plutôt que, bah, effectivement, un échec. Et si c'est un échec, mes amis, vous verrez qu'avec du recul, c'est pas bien grave. Voilà. Un échec, on apprend de ses erreurs, on apprend de ses échecs, et vous verrez qu'après, une fois que vous aurez passé votre phase de deuil, que vous aurez cette capacité de prendre un peu de recul, vous repartirez de l'avant en faisant moins d'erreurs. Je le dis, hein, il est basique, hein, mais avant de savoir marcher, on s'est tous cassé la figure. Hein. Mais au final, tous les êtres humains savent marcher. Hein. Qu'on ait marché à 8 mois, à 10 mois, à 12 mois ou à 18 mois pour les plus tardifs. Hein. Être entrepreneur, c'est aussi ça. Je le voyais dans une des questions qui nous était posée. Est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? Est-ce que tout le monde peut être sportif de haut niveau? Moi, ma réponse, elle est claire. La réponse est non. La réponse est non. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Ça demande des qualités personnelles, ça demande voilà, des qualités, des ressources, au même titre que tout le monde ne peut pas être peintre, tout le monde ne peut pas être sportif de haut niveau. Alors, on peut être sportif dans une moindre mesure, mais ça demande quand même des prédispositions, des qualités mentales, physiques, encore une fois un écosystème. Le plus important, c'est que chacun mesure ses forces et ses faiblesses, et c'est de mettre vraiment, c'est d'essayer d'exploiter chez chaque individu
en fait, d'exploiter au mieux les qualités de chacun. Et si j'avais un message à faire passer au niveau de notre jeunesse, j'aimerais qu'on parle aussi un peu plus de nos jeunes. Nos jeunes, ils ne savent pas toujours où aller dans leurs études, dans le sport, dans leurs activités, préparer leur métier. Et il faut penser à eux dans la situation dans laquelle on vit actuellement, qui est extrêmement anxiogène, extrêmement difficile. L'objectif de nos jeunes, c'est de leur faire tester beaucoup de choses. Faites-leur tester un sport, deux sports, du collectif, de l'individuel. Mettez-les au théâtre, à la peinture, aux échecs, aux arts, au jardinage, au bricolage. Regardez où est-ce qu'ils vont pouvoir exprimer au mieux leurs qualités. On est tous avec des qualités et des défauts. Et l'objectif d'un jeune, c'est d'essayer de lui faire tester un maximum de choses, d'observer et de voir ce sur quoi il va davantage accrocher sur telle activité plutôt que telle autre. Et c'est pas grave s'il arrête au bout de 6 mois une activité. C'est que tout simplement, ça ne lui correspond pas. Et surtout, encouragez-les à tenir là où ils sont bons. Parce qu'il y a un élément qui est indispensable, et j'aimerais bien avoir le retour de Julien après là-dessus, c'est que pour moi, un individu, ça se construit sur ce qu'on appelle son capital confiance. Un individu qui n'a pas cette boule intérieure, ce capital confiance, qui doit s'agrandir, se bonifier avec le temps, ceux qui n'ont pas ce capital confiance en interne, c'est terriblement difficile dans la vie de tous les jours, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. Et c'est vrai que ceux qui ont réussi très rapidement à trouver plus rapidement leur voie, à gagner cette confiance petit à petit, c'est sûr qu'après, ça paraît beaucoup plus simple. Je dis quelque chose de très basique, je n'essaye pas de faire de la psychologie à 2 étages, c'est vraiment du vécu par rapport à mon expérience. Moi, je le dis, j'étais un enfant dyslexique. Beaucoup de mes professeurs m'ont rejeté quand j'étais petit. Beaucoup, je n'ai pas dit tous, parce que beaucoup m'ont aidé aussi. On me traitait d'idiot, on me traitait d'imbécile parce que j'étais incapable d'apprendre à lire correctement. J'étais incapable d'écrire correctement. C'était une catastrophe au niveau de l'orthographe, c'était une catastrophe au niveau verbal, c'était une catastrophe au niveau des mathématiques, parce que la méthode qu'on m'enseignait, je ne la comprenais pas. Et comme j'étais un enfant dyslexique, il a fallu attendre un paquet d'années pour qu'on dise, ben non, c'est pas que Nicolas ne comprend pas la méthode globale, c'est qu'il faut juste, pour arriver au même objectif, au même sommet que veut atteindre notre Julien, il faut juste lui expliquer les choses différemment. Et vous verrez qu'il comprendra très bien les choses. Eh bien, un individu et nos jeunes, c'est ça le plus important. Il faut absolument essayer de déceler chez eux leurs qualités. Et ça, il n'y a pas d'autre exercice que de leur faire tester un maximum de choses et d'engranger ce capital confiance pour qu'ils deviennent des hommes et des femmes plus tard dans la vie équilibrés avec ce capital confiance et qu'ils puissent trouver finalement leur voie et s'épanouir, peu importe qu'ils fassent du sport, des arts, qu'ils soient entrepreneurs, salariés, pâtissiers, ouvriers, infirmiers, médecins, alpinistes ou tout ce que vous voulez. Voilà. Bon, tout ça, ça touche aussi au leadership, hein, Nicolas. Oui. Julien? Oui. Je suis complètement d'accord avec lui. Que ça soit en montagne et tout ça, c'est vrai que les mots-clés, il y a la confiance, le courage. Alors moi, il y a aussi en montagne, il y a un élément important qui souvent est perçu comme péjoratif et j'ai vu qu'il y avait une personne, là, je sais plus qui citait Nelson Mandela. Moi, je le citerai parce que c'est quand même un exemple de courage, de résilience, d'abnégation. Moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à avoir peur. Moi, je pense que la peur, pour moi, est mère sûreté, que ça soit dans l'entrepreneuriat ou dans la montagne. J'ai des craintes et je pense que les peurs sont saines. Et Nelson Mandela avait dit une phrase qui est quand même exceptionnelle. J'ai appris que le courage n'était pas l'absence de peur, mais le triomphe sur elle. Moi, je pense que la peur, quelqu'un qui part en montagne qui vous dit qu'il n'a pas peur, ou quelqu'un qui va faire une prise de parole qui vous dit qu'il n'a pas peur, ou un entrepreneur qui vous dit qu'il n'a pas peur, soit il a une boule de cristal, soit il est issu d'une grande famille de milliardaires et donc il n'a pas peur. Et moi, je pense que l'alchimie, c'est le capital confiance, le capital expérience, parce qu'avec l'âge, ça prend le dessus. Et puis, il faut faire de ces craintes des forces en se disant, voilà, si j'ai peur de ça, c'est qu'il y a peut-être quelque chose. Si je vois que les traces passent à droite et qu'à gauche, il n'y a pas une trace, pourtant la poudreuse fait 2 mètres, il y a pas, il faut quand même que l'expérience et que la peur disent, ouais, j'ai peur quand même, c'est qu'il y a quelqu'un qui, s'ils n'y sont pas allés, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Donc moi, je pense que la peur, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, moi, j'ai peur en ce moment, j'ai peur de ma trésorerie, j'ai peur de perdre des clients. Eh ben, je me dis, non,
le levier, c'est motive tes troupes, motive-toi, botte-toi le cul, trouve des solutions. Nous, on a communiqué très tôt sur la santé de nos assurés, sans savoir ce qu'allaient donner les grands groupes. Mais nous, on s'est dit, tant pis, même s'il n'y a rien à donner, c'est notre devoir de leur demander comment ça va. Et ben, bilan, on a eu 90% qui nous ont dit, même s'il y aura rien, vous avez eu le courage de nous demander. Et en ce moment, on ne demande rien, on demande juste qu'on nous aide, qu'on nous écoute et qu'on nous considère. Donc je pense que c'est important. Alors je voulais revenir sur un point important, c'était sur le s'entourer. Je suis désolé Nico William. Dans le s'entourer. Pour répondre aux questions les amis, parce qu'on a quand même beaucoup de questions. Bon, juste Nico, juste un point parce que ça m'a interpellé et moi j'y mets un point d'honneur. C'est que dans le bien s'entourer, je pense que alors j'aime pas dire les plus de 50 ans, ça a été le mot. Moi je pense que les seniors ont beaucoup. L'expérience en montagne, elle est importante et j'ai pas fait le parallèle. Moi par exemple dans mon entreprise, j'ai une parité homme-femme et à un moment donné, j'ai vu 2 postes à pourvoir et je me suis dit attends, pourquoi pas des seniors? Et j'ai pris 2 personnes de plus de 55 ans et c'est du vrai bonheur parce qu'il y a une alchimie entre les jeunes, les femmes, les anciens. Et je trouve que quand on voit la pêche comme un Jeannot à 73 ans qui est monté à 6006, je pense que il faut vraiment évoluer avec notre temps. Nos anciens maintenant sont plus anciens comme c'était et c'est une mine d'or. C'est une mine d'or. Ouais. Donc dans une cordée ou dans une entreprise, moi je suis à 1000% pas de prendre que des seniors parce que ça sclérose après c'est compliqué, mais d'en prendre franchement 55, 60 ans. Pour moi ça c'est une expérience et j'apprends même en tant qu'entrepreneur leader. J'apprends d'eux et c'est vraiment des grands moments qu'on passe avec eux. Bah, de toute façon, pour étayer ce que tu viens de dire, Julien, et c'est valable pour tous nos entrepreneurs, le succès réside encore une fois dans la création de cette alchimie, c'est d'apprendre à aimer les autres, ouais. À comprendre leurs forces et à associer cette intelligence. Et cette intelligence, elle se fait avec des femmes, avec des hommes, avec des jeunes, des gens qui sont plutôt dans une vingtaine d'années d'expérience, mais également avec des seniors. Finalement, quand on regarde avec un peu de recul notre société, quand je repense à ce qu'on faisait il y a encore 10 ans, 15 ans, des plans massifs sociaux pour virer les seniors. Souvenez-vous, hein, ouais. Il y a 15 ans, vous avez des plans, vous avez 54 ans à laisser dehors. Vous servez à rien, quoi. On vous faisait partir par fourgon, vous payez des gros chèques et vous partiez. Finalement, quand on regarde avec du recul, c'est d'une violence, mais incroyable. Moi, je serais d'ailleurs sur ce sujet extrêmement favorable pour que les départs à la retraite se fassent progressivement. Oui. On passe d'un plein temps à un 4/5e, puis à un 3/5e, de faire monter en parallèle un jeune pour transmettre les savoirs de nos seniors et permettre à la société de se muter, d'évoluer, de progresser, mais en se laissant le temps et pas être dans des ruptures massives au même titre que les entreprises se doivent d'investir sur la jeunesse. J'en ai marre d'entendre parfois des chefs d'entreprise dire « je ne recrute que des gens qui ont 3 à 5 ans de métier ». Non, le rôle aussi d'un entrepreneur, le rôle d'une entreprise, c'est de savoir recruter nos jeunes, les forces vives de demain, de les former, de les accompagner et qui demain deviendront des managers ou des techniciens ou des ouvriers et des futurs entrepreneurs pour certains. Et ça fait partie du rôle de l'entreprise aussi. Voilà. On va passer aux questions. Oui, avec plaisir. Alors, j'aime bien quand tu fais ton regard ténébreux, Nico. Oui. Ça va vachement bien avec tes pierres corses derrière. Ah, de la Corse. Alors, j'entends bien la nécessité de savoir s'entourer, mais lorsque l'on démarre seul, cela n'est forcément pas évident. À moins d'avoir les moyens de payer les gens, finalement, peut-on entreprendre seul et quels sont les risques auxquels on s'expose? Pour ma part, réponse courte, je l'ai déjà dit dans des webinaires, si vous n'avez pas les moyens de vous payer des salariés, ce qu'on peut parfaitement comprendre, dans ce cas-là, vous avez suffisamment d'associations en France pour vous aider et ne pas rester isolé. Le CJD, la CGPME, le MEDEF, le BNI, dans vos départements, dans vos régions, des clubs d'entrepreneurs, dans vos villes, regardez, il y a beaucoup de choses. Vous choisissez le club ou l'association, le réseau Entreprendre, 100 000 entrepreneurs qui vous semble mieux approprié. Vous en testez 3-4, vous participez à des réunions, vous en choisissez un et vous commencez à créer votre écosystème autour. Voilà. Et il n'y a pas besoin d'argent. Ça vous coûtera quelques centaines d'euros par an pour être membre de telle association. Mais
ça vous coûtera pas cher et vous aurez des conseils et vous pourrez partager avec vos pairs. C'est ça aussi, savoir s'entourer. C'est pas uniquement d'avoir des salariés avec des contrats. Voilà. Julien, tu veux réagir? Totalement d'accord avec lui. Les seules barrières qu'on se met, les seules barrières qu'il y a, c'est celles qu'on se met. Il y a une marque américaine que je ne savais pas, Never Stop Exploring, ça veut tout dire, quoi. Il faut vraiment l'entrepreneuriat, comme dit Nico, on peut pas s'improviser. Et la première barrière, alors je comprends la question qui est posée, hein, parce que quand on part d'une feuille blanche, comme on l'a fait par exemple avec Thierry Delcup, même si on avait une expérience, oui, c'est compliqué, mais cette barrière, si on la passe, là, on sait si on a la fibre entrepreneuriale ou pas. Parce qu'on est tous partis d'une feuille blanche et c'est au moment où on commence à écrire qu'on voit si on est entrepreneur ou pas. Et c'est vrai que il y en a qui se disent finalement, moi c'est compliqué, je préfère adhérer à un groupe, être leader au sein d'un groupe en tant qu'associé ou en tant que dirigeant. Mais être entrepreneur, oui, comme dit Nico, c'est un état d'esprit, c'est de l'abnégation. Moi j'irais même plus loin, c'est des sacrifices. C'est des sacrifices. Moi, je sais que c'est des sacrifices parce que je pourrais gagner beaucoup plus dans un grand groupe, mais j'aurais pas cette liberté de parole. Je ne pourrais pas faire ma passion. Donc, c'est des sacrifices. Moi, en plus, je rajoute le sport. J'ai des semaines de ouf. Je sacrifie des fois une partie de ma famille, je le sais, mais ils me le rendent au centuple en me disant que voilà, ce que je fais, c'est extraordinaire et qu'ils ont un papa et un mari et un fils épanouis. Donc, moi, voilà. Je pense encore une fois que les barrières sont celles qu'on se met. Alors, je sais qu'il y en a, aller voir un banquier, comme j'ai vu, oui, les banquiers, moi, j'ai du mal avec eux. Hein. C'est compliqué, c'est pas le même discours, mais après, on arrive à se débrouiller quand même. Alors, il y a un point, je vais étayer par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure pour partir. Quand j'ai créé mon entreprise, je rappelle que j'ai démarré seul dans un bureau de 10 mètres carrés et que je n'avais pas les moyens de me payer un salarié. Qu'est-ce que j'ai fait? Et là, je vais redonner du sens à ce que j'ai dit tout à l'heure. J'étais excellent, on va dire, on va rester modeste. J'étais plutôt très bon dans le développement commercial. Moi, ce que j'aime, c'est vendre. Chercher des clients, vendre. J'ai débuté dans les ressources humaines. Et ce qui m'ennuyait un peu plus, c'était d'être un consultant en recrutement, finalement, de faire les missions de recrutement. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé comme un fou au début pour prospecter, j'ai bâti mon offre, j'ai prospecté pour gagner des clients. Et quand j'ai remporté mes premiers contrats, je me suis fait aider par un consultant en recrutement qui m'a aidé aux 2/5 de mon temps. C'était une femme d'ailleurs. Voilà. Et puis au fur et à mesure que j'ai ramené de nouveaux contrats, plutôt que de vouloir tout gérer à la fois, je me suis concentré sur le business et je me suis donné les moyens de pouvoir payer quelqu'un. Et pour arriver à ça, je me suis dit, ma grande force, c'est le développement commercial, je me concentre dessus. Et je vais avoir des gens pour moi qui vont produire en dessous et qui vont mener les missions. Et c'est comme ça que j'ai embauché mon premier salarié, puis ensuite mon deuxième, puis troisième, quatrième, et jusqu'à une petite centaine de salariés en 2008. Voilà. Très bien. Merci. Suivante. Merci, messieurs. Autre question. Les valeurs nécessaires et essentielles en entrepreneuriat sont-elles les mêmes aujourd'hui, en phase de sortie de situation de crise, qu'avant la crise du Covid-19 et ses répercussions à venir? Alors moi je pense qu'il y a quand même moi je pense quand même que oui, il y a un tronc commun. Alors il y a un tronc commun. Je pense qu'elles sont les mêmes, mais les parts de chaque valeur sont plus au même curseur. Là, faut du courage, parce que moi c'est toujours la valeur essentielle. Et ça, j'ai la chance d'assurer le cirque Grus. Et Alexis Grus, un jour, m'a regardé et je lui disais, mais comment vous tenez? Parce que le milieu du spectacle, vous voyez comme il souffre. Et il m'a regardé, il m'a dit, Julien, le travail efface le travail. Eh ben, je peux vous dire que quand vous avez Alexis Grus qui vous regarde à plus de 70 ans, je crois qu'il a fêté ses 76 ans, là, ou 75 ans, eh ben là, vous dites qu'en fait, faut travailler. Et Nico, tu sais que tu as une idole que moi j'aime beaucoup, moins que toi, mais Roger Federer, pourquoi il en est encore là? Il travaille comme s'il débutait. Donc les valeurs, oui, c'est le travail. Après, là où moi, il est passionné. Ouais, là où moi je renforce, c'est l'accompagnement, c'est la résilience, c'est la résistance, c'est le courage, c'est d'aller plus loin. Alors que avant la crise, j'étais plutôt dans une projection plus longue, dans une création, dans l'imagination. Là, le Covid nous a tous ramenés à l'instant T, parce que là, c'est comme a dit Nico dans des webinars, il faut sauver la trésorerie, il faut sauver l'instant T pour préparer demain. Donc, je suis passé d'une position où je me projetais, j'avais plein d'ambitions, à sauver psychologiquement les collaborateurs, sauver la société, donc être courageux, ne pas compter ses heures, passer quelques nuits compliquées. Donc je pense que les valeurs
nécessaires, essentielles sont les mêmes, mais il y en a qu'on mettra un petit peu en retrait. Mais en tout cas, les valeurs essentielles pour moi, c'est vraiment il faut bosser. Un entrepreneur doit bosser, bosser et bosser. C'est indéniable. C'est la seule valeur qui restera, même si on les enlève toutes. Ouais. Moi, j'ai un petit complément parce que je suis d'accord avec mon ami Julien. Dans la question, il y a marqué lié à la sortie de crise. Malheureusement, je ne veux pas faire redescendre un petit peu l'optimisme de tout le monde, mais nous ne sommes pas en sortie de crise, nous ne sommes qu'au tout début du commencement de la crise. Et il faut le dire, parce que c'est vrai que ces périodes de confinement qui durent maintenant depuis 2 mois, on a le sentiment qu'avec le déconfinement du 11 mai, on va sortir de cette crise et repartir comme en 40, comme ça l'était avant. La réponse est non, les amis. On est au début de la crise économique, malheureusement et heureusement. Malheureusement parce qu'elle va avoir un impact terrible sur l'économie, sur la vie d'entrepreneurs, de salariés, et parfois avec des conséquences qui vont être très compliquées, notamment en fin d'année, même si le gouvernement a pris beaucoup de mesures, même si elle est près de l'État, même si on a mis en place le chômage partiel, toutes les entreprises qui avaient une certaine fragilité avant la crise et qui sont aujourd'hui tenues un peu sous perfusion, il y a un moment donné, la dette, il va falloir la rembourser. Il y a un moment donné, il va falloir retrouver l'activité. Et avec une décroissance aussi violente, il va y avoir forcément des conséquences extrêmement difficiles pour beaucoup d'entrepreneurs. Maintenant, le côté positif, c'est que dans toute crise, d'accord, crise, il faut savoir agir, décider, s'adapter et se transformer. Et en ça, cette crise est bénéfique. Elle doit permettre à chacun et chacune d'entre nous, avec les quelques petits conseils qu'on a pu vous transmettre, vous donner et partager ensemble, parce que je le vois d'ailleurs au travers du chat, là, il y a énormément de bonnes choses, et c'est passionnant de pouvoir d'ailleurs partager avec vous là-dessus. Il faut absolument garder cette solidarité, cette entraide, et adapter vos modèles économiques au mode de consommation de vos clients de demain. Et ça, c'est indispensable. Ceux qui ne le feront pas, risqueront tout simplement de mettre en fragilité leur entreprise, voire de connaître ce que j'ai pu connaître à un moment donné, c'est le redressement judiciaire, voire de déposer le bilan et de faire faillite à ce niveau-là. Voilà. Donc, il faut rester très prudent par rapport à la crise. Il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui. Voilà. Et on n'est pas là pour spéculer sur les réseaux sociaux pour dire elle va s'arrêter, reprendre, deuxième vague, troisième vague, qui, quoi, comment. Je pense que tout ça ne sert à rien. Arrêtez de vous poser plus de problèmes qu'on en a. D'accord ? Vous les prenez les uns derrière les autres pour fixer des objectifs à court terme, à 2-3 mois. Et le maître mot, c'est l'agilité, l'adaptabilité et saisir les opportunités. Voilà, les grands gagnants de la crise, ce sont ceux qui respecteront ces consignes-là. Bien, merci. Alors, une question, je suis incapable d'y répondre, mais elle a eu quelques votes. Donc, si vous avez la réponse, les gars, comment peut-on faire en France pour créer une entreprise à 11 ans? Ah, c'était pour moi ça, oui. Alors, on joue un peu sur les mots. Si c'est une entreprise au sens juridique du terme, de créer une SARL, une ESA, la réponse est non, les amis. Quand je dis que pour moi, entreprendre, c'est d'abord entreprendre pour soi, c'est entreprendre pour les autres, c'est entreprendre pour une cause, c'est entreprendre pour une association. Comme je dormais 4h30 par nuit, moi, à 11 ans, j'ai décidé de créer mon écosystème, mon entreprise avec mes propres règles. Mais évidemment, ça n'était pas au sens juridique et on va dire légal du terme. Je plaide à un coupable puisqu'il y a prescription maintenant, au même titre que nos jeunes qui font du babysitting ou qui vont donner des cours de maths en se faisant payer en liquide. Voilà, c'est le principe. Bon, c'était quand même devenu une belle petite entreprise que je l'ai démarré juste pour la petite histoire. J'allais tous les samedis après-midi toquer et aller faire de la prospection commerciale. Vous voyez, le sens du commerce, je l'avais dès mon plus jeune âge. Je prenais mes commandes, j'allais voir mon boulanger dans mon village, j'essayais de négocier avec lui pour acheter la marchandise moins chère qui était liée évidemment au volume et pour ensuite me faire livrer le dimanche matin à 5h, préparer mes commandes dans mes sacs avec mes baguettes, mes croissants, mes pains au chocolat et ensuite livrer mes clients. Bon, ce qui est très marrant, c'est quand j'ai commencé à 11 ans, j'avais 7, 8, 9 clients. Voilà, mais j'ai terminé à 18 ans, je livrais quelques clients dans l'immeuble et les quelques immeubles environnants, là où habitaient mes parents. J'ai terminé 7 ans après en livrant 800 clients avec une équipe de 9 personnes, avec mes sœurs,
mes meilleurs amis qui étaient embarqués dans l'affaire. On livrait dans 5 villages avoisinants. J'ai commencé à pied, je me suis payé mon premier vélo, mon premier scooter à 14 ans, puis ma voiture à 18 ans. Et quand je dis que j'ai créé mon entreprise, j'ai donné vie. J'ai eu cette idée de livrer les petits déjeuners, j'ai bâti mon produit, j'ai prospecté, j'ai gagné des clients, j'ai négocié et je me suis créé mon propre argent de poche. Voilà dans quel sens j'ai pu entreprendre à l'âge de 11 ans. Ah oui, C'était ni de femme. Ah, comme quoi avec les pains au chocolat, hein, ou les choses. Hein. Ah, il n'y avait pas les chocolatines à l'époque. Comment se connaître soi-même avant de s'entourer de bons talents qui peut nous aider dans cet exercice, un psy, un coach sportif, etc. Alors, je pense aussi à toi, Julien, pour cette question par rapport à ton hypnose. Oui. Alors, effectivement, il y a pléthore, hein, Nicolas en parlera mieux que moi. Il y a les coachs, il y a tout ça. Alors, il y a l'auto-hypnose, effectivement, c'est un exercice par la respiration qui est vraiment efficace. C'est-à-dire que, je vais pas non plus rentrer dans les détails, mais il y a l'auto-hypnose ericksonienne et la freudienne. Freudienne, c'est on abrutit la personne en lui mettant des messages. L'ericksonienne, c'est-à-dire que le médecin va vous formater pour aller chercher tous les choses positives de votre vie, tous les succès que vous avez pu avoir, pour qu'au moment où vous êtes en crise ou qu'il y a un problème ou il y a quelque chose, le cerveau droit percute et envoie tout de suite les infos. C'est-à-dire que moi, pendant 3 mois, le burn-out, c'est une dépression. Hein. Je voyais plus que du noir partout, ma boîte allait couler, j'allais tout perdre. Et le médecin m'a dit non, il n'y a pas que de l'échec, Julien, on va travailler. Donc, elle est allée au plus profond de moi-même pour aller me rechercher tous les petits succès, au début des tout petits succès quand on est enfant, pour après voir des succès qu'on ne voit plus du tout. Et en fait, l'exercice fait que après quelques séances, c'est ancré dans la tête. C'est ancré dans la tête et c'est fou parce que moi, je sens que quand des fois je suis en zone rouge, que ça va pas, bam, je sens que le cerveau se bloque, se verrouille et m'envoie du positif. Et on le fait inconsciemment. Moi, ça va faire 7 ans que je le fais, j'en fais tous les jours et c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Et c'est pas de l'hypnose comme on peut le voir chez Patrick Sébastien avec le gars qui claque des doigts. Non, c'est vraiment l'auto-hypnose. C'est un travail sur soi. On reste lucide, on entend et la personne, voilà, va chercher, trouve les clés de succès pour que le cerveau les enregistre. Et moi, dans mes sommets, c'est extraordinaire. Dans les ultra-trails, combien de fois j'aurais abandonné et j'avais ce petit médecin que je connais et qui nous écoute en me disant repense à ça, à ça, à ça. Et là, j'ai tout de suite. Alors moi, les images, bien évidemment, c'est la famille, c'est les enfants, c'est mes parents, ma femme. Où là, j'ai tout de suite ces petites images qui me viennent et je ne me laisserai plus entraîner dans la spirale que j'ai pu avoir quand j'ai fait mon burn-out de faire des journées de 20 heures à dormir une demi-heure et puis à ne pas parler à des gens, à s'enfermer. Donc ça, c'est un vrai garde-fou. C'est un vrai garde-fou. Et puis après, moi, je pense qu'on m'a beaucoup aidé. Et là, j'ai eu l'occasion d'aider des potes entrepreneurs qui étaient dans le même état, qui étaient proches du burn-out. Et ces personnes m'ont dit, Julien, écoute, on sait que tu as vécu ça, en sport, tu vas loin, on sait que ton corps, est-ce que tu peux nous aider? Et moi, je dis, les gars, moi, je suis pas coach, hein, je m'appelle pas Nicolas Doucerin. Et puis finalement, tu te rends compte qu'en parlant, en donnant ton expérience, le mec te dit, ouais, mais dis-moi, je ferais ça, tu ferais ça. Et je dis, moi, je ferais ça, remets de l'humain, fais quelque chose avec tes collaborateurs, là, t'es dans ta tour d'ivoire. Et il y en a 2, j'ai réussi à les sortir de la tourmente et sans m'en rendre compte. Et voilà, c'est chercher dans son entourage les personnes qui pourront vous aider à vous connaître. Et souvent, il y a aussi la famille. Moi, mon frère m'a beaucoup aidé à me connaître, mes points forts, parce que je suis quelqu'un qui a tendance à avoir que des défauts. Je suis pas, même si je parle beaucoup. Et voilà, les proches savent. Alors des fois, ils sont trop positifs, c'est pour ça que je vais pas voir maman. Mais par exemple, un frère, un cousin, un ami très proche n'hésitera pas à vous mettre dans la gueule les points faibles. Et ça, c'est important parce que se connaître, c'est pas que le positif. Hein. Moi, j'ai travaillé des défauts que j'avais et c'est hyper important. Merci, Julien. Je vais vous demander, messieurs, de répondre très, très brièvement à une question qui a beaucoup de votes, alors que pourtant vous y avez déjà répondu. Donc, tout le monde n'a peut-être pas entendu ce que vous avez dit. La performance physique de Julien est-elle accessible à tous? L'entrepreneuriat est-il accessible à tous? L'accompagnement et la préparation suffisent-ils pour réussir? Réponse? Alors moi, je vais parler sur la partie sportive. Alors sur la partie sportive, hein, Nicolas, je te laisserai sur la partie entrepreneuriale. Sur la partie sportive, j'ai tendance à dire, et je me dédierai, et il y a des gens qui m'écoutent que je connais, oui, on peut arriver à tout. Sincèrement, on peut arriver à tout.
Le tout, c'est d'accepter de faire des sacrifices. Parce que moi, j'ai peut-être un rythme cardiaque, j'ai quelque chose. Physiquement, on peut tous y arriver. Par contre, la barrière qui peut exister au-delà de celle qu'on se met, c'est peut-être le mental. Le mental, ça se travaille, mais il y a quand même un acquis. Il y a quand même quelque chose, mais je pense que physiquement, là, par exemple, on me demande souvent, là, dans le confinement, comment tu tiens. Mais les gars, moi, je tiens, c'est que le matin, je me lève tôt, je vais courir 7 kilomètres tous les jours, je fais 300 mètres de dénivelé, parce que moi, sans ça, si j'ai pas ça, je m'effondre. Donc, je vous dis pas que les matins, là, ça fait 49 sorties, j'ai mal partout, mais je me dis, si tu n'y vas pas, tu n'iras pas. Et moi, j'ai toujours progressé dans ma vie parce qu'on m'a toujours dit, là où les gens s'arrêtent à 100 mètres, si tu arrives à remettre 10 mètres, ton cerveau, il l'oubliera pas. Et j'ai toujours progressé comme ça. L'ultra trail, j'ai commencé à 80, 90, 100, 170, 300. Parce que dans mes entraînements, comme dit Mike Horn, que beaucoup connaissent, si tu cours avec des bidons derrière toi, le jour où tu les enlèves, tu deviens un avion de chasse. Donc moi, le matin, quand je me dis, tiens, là, je pourrais m'arrêter, je dis non, tu t'arrêtes pas, tu serres les dents, t'as mal et tu les fais ces putains de derniers mètres. Et ça, je pense que dans le sport, il faut pas viser l'impossible. Arriver à ses objectifs, s'ils sont possibles, il n'y a pas de limite. Quelqu'un qui veut se faire le Mont Blanc, moi j'ai emmené des personnes sur des 4000, ils m'ont dit non mais jamais on le fera, ils m'ont dit putain c'est ça des 4000, ben, je dis oui les gars, vous êtes astreints à un régime alimentaire 2-3 mois avant, vous avez fait du footing, j'ai dit donc les barrières, je vous dirai pas que vous ferez un 8000 parce que vous n'y arriverez pas, le mental est tellement, mais physiquement moi je pense que tout le monde est capable de se mettre des objectifs, des challenges et d'y arriver. Ouais. Alors, Rapidement, parce que tu as déjà répondu. Hein. Ouais, rapidement, et je suis pas tout à fait d'accord avec Julien. Je suis pas tout à fait d'accord avec Julien. Le sommet. Ouais, parce que je vais le dire pourquoi, parce que Julien, c'est un garçon qui a beaucoup de qualités, beaucoup de talent, beaucoup de compétences, et surtout qui est très humble et très modeste. Si Julien pouvait arrêter de taper sur son clavier en même temps, ça serait gentil. Merci. Bah, oui. Je tapais avec quoi Non, ce que je voulais dire, c'est que on peut tous se surpasser, et c'est vrai que c'est généralement en période de crise où on s'aperçoit finalement de la faculté de l'individu à tenir, à résister. Je l'ai dit déjà dans pas mal de webinaires, c'est en période de crise et dans les très grosses tempêtes qu'on s'aperçoit véritablement de la valeur des gens qui est dans son équipe. C'est-à-dire que moi, je me suis aperçu que quand tout allait bien, j'avais des gens très solides autour de moi, que je pensais être très solides. Et quand la tempête est arrivée, quand on a été confronté à la crise, aller se mettre en redressement judiciaire, où là, il a fallu passer par des moments terriblement difficiles, j'ai des gens qui semblaient costauds, qui se sont littéralement effondrés, qui m'ont demandé d'être dans les plans de licenciement et d'abandonner immédiatement. Et à l'inverse, j'ai eu des personnes où je n'aurais pas misé mais 1 euro, je dis bien 1 euro, physiquement et mentalement, et qui se sont révélés d'un courage, d'une abnégation, d'une capacité de résilience hors norme que je n'avais jamais soupçonné quand j'étais dans une phase de croissance, j'allais dire, normale. Ce que je veux dire par là, c'est que je comprends ce que veut dire Julien, parce qu'il est dans un état très positif, très constructif. Il dit, bon, c'est facile, vous levez tous les matins, vous faites vos 8 bornes, vous courez, vous faites votre 4000 mètres de dénivelé dans le mois, et puis vous allez voir, tout le monde est capable. Non, je pense que tout le monde n'a pas les aptitudes physiques, mentales, et là où Julien est très fort, c'est que je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas faire mon médecin de base, mais il a dans le cerveau cette capacité où quand il est devant l'obstacle, il remet le petit coup qui va lui permettre de passer au-dessus, quand d'autres vont abandonner très rapidement. Et personnellement, j'ai évidemment, comme beaucoup d'individus, énormément de défauts, mais moi, j'ai une qualité, que je le sais depuis toujours, c'est qu'on a passé son enfance à me dire que j'étais un enfant débile, pas intelligent et que je ne réussirais pas dans la vie. Ça, on me l'a répété toute mon enfance, à l'éducation nationale. Notre éducation, celle qui forme nos jeunes d'aujourd'hui. À l'époque, c'est comme ça, parce que j'étais dyslexique et avec tout le problème. Plus on m'enfonçait, plus on me mettait de barrières, plus ça me donnait du carburant pour me galvaniser, surmonter l'obstacle et démontrer aux autres qu'ils avaient tort et que c'est moi qui avais raison. Et aujourd'hui, si j'en suis là, je me suis cassé la figure plusieurs fois, j'ai rencontré des échecs, mais à chaque fois, je me suis battu.
Et je m'aperçois, et c'est des coachs qui me l'ont expliqué, et aussi une psychologue, tout le monde n'a pas cette capacité-là et ce mental-là pour pouvoir franchir cette étape-là. Voilà, on l'a, ça se travaille un peu, mais tout le monde ne l'a pas. Donc, on n'est pas tous égaux. Il faut pouvoir connaître ses limites, mais pour garder un côté très positif par rapport à ce qu'a dit Julien, je crois qu'on peut tous se surprendre soi-même, on peut tous se surpasser. Ça peut être dans la cuisine, hein. Il n'y a pas que le sport, hein. C'est valable dans le sport, mais ça peut être dans la cuisine, dans plein d'autres domaines. Encore une fois, ce qui est important, c'est de se mettre dans ces situations et de voir jusqu'où on peut aller. Et ce qui est important, c'est de tester. Et l'échec n'est pas grave. L'échec est nécessaire pour progresser. Et c'est important de mettre ses limites, de se pousser jusqu'au bout pour voir jusqu'où on peut aller. C'est ça qui est très positif et constructif. Merci. On t'entend pas, Julien, tu as coupé le micro. Oui. Je vais dire un truc, oui, et c'est vrai que ce qui est important aussi, et ça je le dis à beaucoup d'entrepreneurs, et je le fais dans le sport, c'est sortir de sa zone de confort. Là, je l'ai fait en août. Je peux vous dire que ma compagne n'est pas là, mais j'en ai chié. Je me suis dit, bon, t'es pleine caisse, pleine balle. Et là, tu pas que le Julien part sur un Ironman. Oh, je me suis dit, t'as fait, oh punaise. Je me fais opérer du genou en mars, donc c'est un peu précipité, mais ça m'a fait un bien parce que je suis arrivé avant-dernier. Il y avait 16 heures pour le faire. J'ai mis 15h51 où les premiers ont mis 8h30. Mais ça m'a fait un bien, ça m'a fait redescendre de 10 000 étages et de me dire, bah, tu vois, faut que tu bosses. Et là, je rebosse le vélo parce que je veux en refaire un. Je l'ai fini. Tu avais gardé les bidons derrière toi ou quoi? Ah non, Nico, j'ai merdé sur le marathon, la course à pied qui est mon point fort. Mais j'en pouvais plus, j'ai tout cramé. J'ai fait une bonne sortie natation. J'étais très bon, mais en vélo, j'avais pas préparé du tout. Et le maître mot dans l'entrepreneuriat dans le sport, préparé. J'avais fait 800 mètres de vélo pour un 180 km, 800 km de prépa. Julien, temps mort. Écoutez, les amis, je suis vraiment désolé. Tu dois y aller? Je pense vous présenter aujourd'hui un mec de haut niveau. Et en fait, je m'aperçois que je vous ai présenté un tocard. Et je l'ai fini, Nico. 51 minutes quand les meilleurs ont mis 8h50. Nico. Donc, je vous prie vraiment d'excuser parce que franchement, vous présentez un tocard pareil. William, on s'est planté, quoi, c'est tout. Qu'est-ce que c'est que ce recrutement de… William 15h50, il a mis. Mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça, bordel? J'avais jamais fait de triathlon, moi. Je suis sorti de ma zone de confort. Et là, je prépare un truc à l'Opéra de Paris. Comme ça, tu t'es dit, voilà, je vais me faire une petite natation. Rappelez-nous les chiffres quand même. C'est combien en natation, combien en vélo et combien 3 km 8 en natation, 180 km en vélo et un marathon. Dans cet ordre-là? Oui. Tu termines par un marathon. Ouais, j'avais bu un peu trop de rosé, j'ai fait un pari à la con, je l'ai perdu, donc je suis allé au bout. Je vous dis la vraie vérité, j'aurais pu dire que c'était ma zone de confort, mais non, j'ai fait le con un soir de mois d'août. Ouais, donc arrêtez le rosé. Oui, tous au Ricard. Je l'adore. Alors, je sais pas, William, là, j'aurais peut-être fait un truc des rats d'opéra après des Ricards. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous intéressent? Parce que ça fait déjà pratiquement 2h moins 20 qu'on parle. On pourrait parler comme ça pendant encore des heures, mais alors moi, je voulais juste répondre à Serge, qui peut-être est vosgien, parce qu'il voulait qu'on monte le Minitel Vosges. Et je voulais rebondir pour un exemple de rebond qui sort du sport et de l'entrepreneuriat. Quand j'ai cité Je vois la vie en Vosges, les Vosges ont été très prospères avec le textile, avec le bois. Ça a été un département riche. Quand tout s'est cassé la gueule avec la Chine, l'externalisation, c'est un département qui a su se réinventer, qui a su tirer de la force du tourisme avec Gérardmer, avec les montagnes, avec les stations de ski. Et on a monté, quoi. Ils ont monté. Je suis pas dans. Je vois la vie en Vosges, qui est un label d'excellence et qui accompagne tous les jeunes entrepreneurs ou les jeunes sportifs, dont Stéphane Brognard, pour ceux qui sont vosgiens, qui vient de faire le traversée de l'Atlantique, qui est arrivé il y a une semaine, qui est un mec exceptionnel. Il a passé 72 jours dans un petit bateau de 8 mètres. Et voilà, donc Serge, je vois la vie en rose, je te prendrai pas dans mes bras comme tu le demandes, mais je trouve que c'est un exemple de rebond exceptionnel par rapport à un département qui était vraiment en déshérence. Nicolas, un mot de la fin ou tu veux répondre à une dernière question? Non, un petit mot de la fin. Effectivement, d'abord remercier parce que vous étiez encore très nombreux à nous suivre aujourd'hui. D'abord, j'espère que vous avez passé un bon moment. En l'occurrence, c'était un vrai plaisir de partager. Je vois, il y a eu beaucoup de dialogues, beaucoup d'échanges, beaucoup de chats. On le fait toujours dans un esprit très positif. Je voyais Anne, ne t'inquiète pas, quand j'ai traité Julien de tocard, ça n'est que de l'admiration me concernant, bien évidemment. Bon, il est habitué à la vérité.
Voilà. Oh, Je ne l'autre. serais pas capable de faire le dixième de ce qu'il fait. Donc, très Oh, l'autre. honnêtement, je T'entends, William? reste- T'entends l'autre? Il est habitué à la vérité, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, merci. Mais le plus important, voilà, il n'y a pas d'histoire de classement. On essaie de vous donner des codes, des conseils, encore une fois, de partager des expériences. Grâce à la technologie et malgré le fait qu'on soit confiné, ben, on peut rester connecté. Je suis très heureux parce qu'il y a eu énormément d'échanges entre vous tous. Vous êtes envoyés, j'ai vu des liens, des informations, des conseils. On a parlé du coaching. Et ça, mine de rien, ben, si on a pu égayer un peu ce week-end et transmettre quelques conseils, quelques valeurs, puis si possible avec un peu d'énergie, bah écoutez, on aura réussi notre webinaire et finalement c'est ce qui est le plus important. Voilà, la solidarité entrepreneuriale et sportive. Merci, Nico. Merci à toi, mon Julien. Donc, vous allez tous recevoir d'ici demain par mail le lien pour revoir le webinaire en replay. Je vous invite aussi dans ce mail, je vous demanderai de remplir un questionnaire, 4 questions, hein, c'est très simple, mais qui nous permettent d'avancer, de faire encore des webinaires encore plus importants, plus au goût de vos attentes, et notamment le webinaire de la semaine prochaine. Le thème a été choisi directement par vous, hein, parce que vous étiez nombreux la semaine dernière, il y a 15 jours, à nous demander ce thème-là. Donc la semaine prochaine. Il est pour toi, Julien, ce thème. Le thème de la semaine prochaine, c'est gérer sa relation aux banques. Ah non, c'est sérieux. Oh, je te laisse, Nico. Moi, tu sais. Ah non, moi, la relation avec les banques, c'est un petit peu comme dans Les Trois Frères quand le mec parle latin. Donc, si tu veux, moi, j'en suis encore resté à ce niveau-là. Non, je plaisante. Voilà, c'est important. Non, très important. Très important. On a eu beaucoup de questions, beaucoup de sujets là-dessus. Donc, on va l'approfondir, on va le travailler ensemble. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver effectivement avec William vendredi prochain. Pareil, 14h, 15h. Pour gérer sa relation aux banques. Voilà, messieurs. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Bon week-end. Merci Julien. William. Ciao. Merci Nico. Allez, merci, bye bye. Amis. Merci, bye bye.